Bonjour à tous et bienvenue pour cet épisode numéro 491 du Basket Lab, le laboratoire du jeu. Et aujourd'hui, on va parler de flotteur, le tir qui explose en NBA. Le flotteur est-il le pire tir du basketball ? Vidéo et article aujourd'hui qui traitent ce sujet, présenté par Antoine Tartrou de Basket Info et l'écho des parquets. Et puis, comme d'habitude, pour soutenir le podcast, iTunes, Spotify, YouTube, petit like ou petites étoiles, bienvenue dans Basket Lab. Et donc, on se retrouve aujourd'hui pour discuter d'un sujet général sur le basket et sur la NBA à partir de vidéos et d'articles. On va expliquer tout ça. Évidemment, pour faire un peu une revue de presse, il est de retour. Il nous faut une Rashid Wallace 2012 chez les Knicks, 2 ans après sa retraite. Comment va Antoine, Rashid Wallace ? Ça va, Antoine ? Ça avait été un bon Rashid Wallace ou pas ? Genre, tu vois, quand tu viens de me le dire et tu viens de me rappeler qu'effectivement, il avait fait ça. Mais est-ce qu'il avait été bon ou pas ? Alors moi, je comptais sur le fait que tu te souviennes de son très bon match 7 des finales NBA 2010. Surtout. Oui, non, mais ça d'accord, la Boston, mais là, on parle des Knicks. Bah, tu sais, c'est les Knicks, c'est les 2013. Enfin, du coup, il vient en novembre 2012, hein, mais avec Jason Kidd, avec Kenyon Martin. Mais oui, non, mais ça, je vois très bien. Mais genre, il est bon ou il est pas bon ? Non, parce que moi, j'en ai non. absolument aucune... Genre, est-ce qu'il a joué même ? Il a joué, il a fait 21 matchs. 21 matchs. Voilà. Il avait 38 ans. En même temps, tu vois, à 38 ans, tu peux plus être un top 5 joueur NBA, quoi. C'est pas comme si... oui, non, mais oui, c'est vrai. Oui. C'est vrai qu'en plus, les LeBron, on change un peu tout ça, mais oui, 38 Curry, ans, normalement, t'étais... Genre, dans les contrats, c'était pas possible que tu restes en NBA, quoi. C'est genre, non, mais vous lui redonnez une année. Non, mais c'est pas possible que vous lui mettez un contrat de plus de 3 ans. On veut pas, c'est interdit. Il y avait Rashid Wallace 38, Marcus Camby aussi 38 ans, Kenyon Martin 35, Prigioni le rookie 32 ans, Jason Kidd 39 et Kurt Thomas aussi. T'avais oublié Kurt Thomas qui était par là. Donc tu vois, Tyson Chandler était peut-être le jeune de la bande à 30 ans à peine, tu vois. Donc c'était à la belle époque. Donc bref, voilà, le côté sortir de ta retraite. Non, mais ça faisait une bonne équipe en 2005, mine de rien. Hein. Tu mettais Camby et Rashid Wallace, Jason Kidd meneur, c'était Kurt Thomas en backup remplaçant pivot. Non, ça faisait une très bonne équipe. Ouais. Mais alors, j'ai pas fait exprès, mais maintenant que j'y pense, c'est intéressant parce que tu vois, avec un effectif, comme tu dis, qui aurait été très bon en 2005, qu'il l'était plus trop en 2013, tout de même, ils ont été bons, les Knicks en 2013, grâce aux analytics, aux 3 points, une des premières équipes à prendre beaucoup de 3 points. Double meneur. Justement, aujourd'hui, on va parler un peu de ça, on va parler de chiffres, on va parler de rentabilité, on va parler de... T'as vu la transition ? On aurait dit une passe de John Kidd, justement, en transition, c'est magnifique. Donc aujourd'hui, le thème, c'est le flotteur, mais avant qu'on rentre dans le vif du sujet, comment ça va ? À part ça, la saison NBA va reprendre ou a repris au moment où les gens écoutent ça. À part ça, comment ça va ? Est-ce que la maison avance ou est-ce qu'elle est finie ? Dis-nous tout, Antoine. Et non, ça fait, je pense que ça fait 1 an que mon fils est né, ça fait 1 an et demi que j'ai touché à rien du tout. Le jardin est en train de me dire, je pense que il me dit à sa manière que je m'occupe pas assez de lui, et il a complètement raison. Et je pense que bientôt il va prendre son adolescence, il va prendre le dessus sur moi, mais voilà. Mais non, ça va, je dors j'ai des nuits complètes depuis 1 mois, donc je retrouve des sensations que je n'avais pas connues depuis longtemps. Bon bref, donc aujourd'hui le sujet c'est les flotteurs. Les flotteurs, je te laisserai aussi de définir ce que c'est. D'ailleurs un peu c'est la discussion qu'on va avoir, mais c'est un peu une idée de toi, notamment parce que le matériau de base c'est une vidéo qui a été sortie par Hoop Vision, plutôt une bonne chaîne YouTube hein, d'ailleurs pour le coup on va en parler, qui faisait un peu un argumentaire contre notamment les flotteurs, qui est peut-être le pire tir du basket. Donc on va un peu détailler tous les arguments qui sont présents dans la vidéo, les exposer et puis aussi à la fin ou au milieu donner un peu notre avis. Et c'est vrai que le sujet est assez complexe parce que, il n'y a pas de réponse définitive en fait, Antoine. T'es en train de spoiler la fin là. Limite on peut mettre le jingle de fin et voilà quoi. Mais oui, déjà la chaîne Vision, hein, c'est du très bon contenu. Il me semble que la personne qui la tient est assistant coach universitaire. Alors quel niveau universitaire, je sais pas. Division 1, je pense peut-être même. Quelqu'un de compétent et qui tient cette chaîne-là quand même depuis assez longtemps, avec plus ou moins d'activités, mais du coup c'est quand même très orienté universitaire, même si le responsable de la chaîne a des fois été aussi du côté de la NBA, mélange un petit peu les deux, et du coup très orienté tactique, plus tactique qu'analytics, mais un peu d'analytics, et pour le coup là aujourd'hui c'était quand même plutôt analytics, avec un titre
Alors, verre à moitié vide, certains le trouveront putaclic. Le verre à moitié plein, certains diront que c'est le genre de titre parfait pour ouvrir une discussion et en parler. Et du coup, le titre en question, c'est est-ce que le flotteur n'est pas le pire tir du basket? C'est ça. Et pour le coup, la chaîne de Hoop Vision, donc il y a plein de thèmes abordés, comme tu dis, avec un accent un peu universitaire, mais il y a de très bonnes vidéos aussi NBA. Pour le coup, donc on vous encourage beaucoup à aller voir ça. Le rythme de publication est pas immense, mais en fait, il aborde plein de sujets différents. Et tu vois, même quand il parle de NCAA, et comme un peu aujourd'hui d'ailleurs, même quand il parle de basket universitaire, ça se retranspose au niveau de la NBA, les thématiques. Donc c'est aussi ce qui est intéressant. Donc ce que je te propose, c'est qu'on détaille un peu les arguments de cette vidéo et son argumentaire, sa thèse, on va dire, sa conjecture, comme quoi le flotteur serait le pire tir sur le basket. Et à partir de là, on pourra en discuter. Je te laisse prendre la main, puisqu'il commence en fait sa vidéo avec l'exemple des Villanova Wildcats champions NCAA de 2018. Oui, alors c'est une façon un peu de commencer de manière pas directement brute dans les chiffres et tout, mais en disant que voilà, ça que Villanova, notamment, alors, je vais parler de Villanova, je sais même pas si j'ai vu cette équipe de Villanova jouer. Je sais qu'elle est très connue du fait qu'il y a une bonne partie des joueurs qui ont fini dans l'effectif des Knicks et qui ont connu aussi, au-delà de ça, des bonnes carrières NBA. Ce qui est quand même assez rare qu'une équipe NCAA produise, je crois, autant de joueurs de rotation. Ouais, il y avait beaucoup de bons joueurs NBA et puis il y avait aussi Eric Pascal dans cette équipe. Voilà. On disait Eric Pascal ou Eric Pasquale? Pascal, ça s'écrivait Pascal, ouais. Mais non, mais alors effectivement, c'est la fameuse équipe Brunson, Dante DiVincenzo, Josh Hart, Michael Bridges, Eric Pascal, donc Pascal, plein de très bons joueurs et donc qui a été championne et notamment avec un aspect un peu orienté analytics. Alors il le dit en prenant plus de 3 points que de 2 points, ce qui est un peu inédit. En NBA, on n'a encore jamais eu ça, dit-il dans la vidéo. Mais surtout, l'autre secret, c'était qu'au-delà de 3 points versus 2 points, c'était aussi qu'il y avait quasiment aucun flotteur dans cette équipe qui donc a fini championne. Donc c'est de base, c'est un peu intriguant. Oui, il dit ça en plus avec des joueurs, typiquement un joueur comme Jalen Brunson, qui, on le sait, en NBA, va, pour le coup, le flotteur, il va le maîtriser, il le maîtrisait peut-être déjà à l'époque, mais il va s'en servir de manière quand même massive. Et pourtant, je veux dire, il en prendra, je crois que sur toute sa carrière à Villanova, je sais plus quelle est la stat, mais genre, c'est 10 flotteurs? Peut-être un peu plus, je sais plus, mais bref, on parle vraiment de rien du tout, quoi. Et c'est vrai qu'il dit, bah voilà, Villanova, il y a au-delà du 3 points qui, pour le coup, je crois qu'en universitaire, des équipes qui prennent beaucoup de 3 points, bah, du fait qu'il y ait beaucoup d'équipes avec des niveaux assez différents, on voit des stratégies un peu plus extrêmes qu'en NBA et des équipes qui prennent plus de la moitié de leurs tirs en universitaire. Je crois que je dis pas qu'il y en a beaucoup, je saurais pas dire, je me trompe, mais en tout cas, il y en avait. Et par contre, c'est vrai que la caractéristique de Villanova, c'est, je crois, que l'équipe qui prend le moins de flotteurs. Alors, de la division 1 universitaire, je sais pas, mais grosso modo, dans l'échantillon statistique qu'il représente, c'est celle qui en prend le moins avec même pas un par match, quoi. C'est ça. Et sur l'exemple de Brunson, comme tu dis, c'est 10 sur toute sa carrière universitaire de 3-4 ans, alors que sur la seule saison 2025 qui vient de s'écouler, il en avait plus de quasiment 300, 283 flotteurs sur toute l'année. Donc on voit que, et pareil, tu vois, si tu remontes, je sais pas si tu connaissais un peu Brunson à l'époque, c'était un ancien star lycéen qui a fait des tournois avec Team USA, il prenait le flotteur à l'époque. Donc il y a vraiment un côté intéressant d'utilisation. C'est pas une incapacité et ensuite il l'a développé en NBA, c'est vraiment un aspect tactique et stratégique de dire à Brunson et aux autres de pas utiliser ce tir. Oui, et il continue même un peu plus loin dans la vidéo en montrant que voilà, là où entre guillemets les arrières pourraient prendre un flotteur en contexte universitaire, les joueurs de Villanova, eux, arrêtaient leur dribble, changeaient l'orientation de leur corps pour aller retrouver une passe et continuer la dynamique plus loin, quitte d'ailleurs à ne pas faire cette passe et à fixer les jeux d'appui qu'on voit pour le coup très bien de Jalen Brunson, où il va arrêter son dribble et on n'est pas sur du jeu au poste, mais pas loin, à pivoter sur son pied pour aller feinter le fade away, mais finalement revenir et aller essayer de conclure par un lay-up sous le panier, ce genre de choses, quoi. En voyant très bien que du coup, il y a clairement une consigne de la part du coach qui était là.
Donc il y a cet exemple de Villanova, et après du coup arrive la grosse stat avec ses gros sabots d'entrée en disant selon Synergy, la réussite moyenne du flotteur en NCAA, elle est de 39%. Là où sur l'ensemble des tirs à 2 points en universitaire, on est à 51%. Et en disant du coup c'est quand même il y a quand même un sacré écart entre les deux. Et au-delà de ça, deuxième élément statistique, il voit qu'en fait il y a une corrélation négative entre plus une équipe va prendre de flotteurs, plus son efficacité à 2 points va diminuer. Et du coup, voilà, c'est vrai que ça soit l'argument alors c'est vrai qu'on n'est pas sur de l'efficacité, on n'est pas sur une stade d'efficacité, on est sur une stade de réussite, 39% contre 51%, ça prend pas en compte les fautes, etc. On est sur une efficacité, mais bon, quand on est à moins 12 d'efficacité, surtout sur du 2 points, c'est vrai que l'argument est solide. Et après, quelque chose d'un peu plus macro, en disant en voyant l'influence que globalement, parce que peut-être que ces tirs malgré tout offriraient d'autres perspectives offensives qui font qu'à la fin, ok, les tirs sont pas intéressants, mais sur le long terme, sur un match, une saison, ils offrent à côté d'autres opportunités qui seraient plus intéressantes. Non, on voit que plus une équipe va prendre de flotteurs, moins elle est efficace. Donc attention, corrélation n'est pas causalité, mais en voilà, on dit si je fais ça plus ça, au final, est-ce que j'arrive pas avec mon argument qui est justement de dire, comme était le titre de la vidéo, que est-ce que c'est pas le plus mauvais tir, du moins du basket universitaire? Oui, puis ce qu'on n'a pas dit aussi, c'est que c'est un peu un contre-pied avec la conjecture de base qui est sous-entendue que tout le monde dit tout le temps. Le pire tir au basket, c'est le long 2, le long tir à 2 points. Donc le mi-distance, parce que c'est loin du panier et ça vaut que 2 points et pas 3 points. Donc ça, c'est un peu ce que tout le monde sait. Or, là où c'est intéressant aussi dans son argumentaire par rapport à Villanova, c'est de dire que Villanova, ils prennent aucun flotteur, moins de 1 par match, mais par contre les longs 2, ils en prenaient quasiment 8 par match, je crois, des longs tirs de points. Donc voilà, il y a un peu ce contre-pied aussi de la conjecture habituelle et classique le pire c'est le long 2. Finalement non, le flotteur serait peut-être un peu pire de ce point de vue-là. Cela dit, tu vois, dans le côté réussite des flotteurs, 39% versus 51% sur les 2 points en général, je pense que ça pourrait être intéressant. Ça aurait été intéressant de voir un peu la différence entre... Parce que dans les 2 points, il y a certes les flotteurs, il y a les longs 2, mais il y a aussi le panier. Et sans doute que c'est les tirs au panier qui vont booster cette stat et que ça aurait été peut-être un peu plus pertinent de comparer la réussite des flotteurs au panier seulement, quoi, tu vois, ou alors au long 2. Comme de faire la corrélation avec globalement le volume des tirs à mi-distance. Exactement. On est tout à fait d'accord que là-dessus, c'est pour ça que j'ai commencé à suggérer des choses en disant que corrélation n'est pas causalité, parce que clairement là, on voit bien qu'il y a quand même des faiblesses dans le raisonnement qui sont là, quoi. Et que si tu comparais au long 2, peut-être que ce serait pas 39 versus 51, mais peut-être 39 versus 36, tu vois, le pourcentage des longs 2. Donc si tu prends sous ce prisme-là, tu dis finalement le flotteur est un meilleur tir que le long tir de points, quoi. Mais on va y venir plus tard à ces trucs. Ah ouais, bien sûr. Et du coup après il prend, alors je sais pas si toi tu connais cette équipe des Belmont Bruins. Ouais, Jérémy Soran, même avant à l'époque, est-ce que ça te parle toi? Pierre Jackson, Quincy Miller, toujours un peu. Attends, là on parle de Baylor ou de Belmont? Ah non, Belmont, non, pardon, j'étais encore sur Baylor. Je crois que t'allais parler de l'exemple de Villanova contre Baylor. Vas-y, parle de cet exemple, après on parlera de Belmont. Non, mais alors c'est par rapport au le match. Il prend un match un peu en exemple symbolique, on va dire. Ce n'est qu'un symbole, c'est pas une démonstration, mais il parle un peu de ça où, en effet, en NCAA, tu retrouves parfois des défenses un peu agressives. Je pense aussi à Texas Tech qui fait un peu ce genre de schéma où en gros, tu vas laisser un peu un angle de drive à l'attaquant, mais parce que tu sais que derrière, tu vas l'orienter vers une aide. C'est un peu l'idée. Et il montre un peu argument massue, je ne sais pas, mais en tout cas argument symbolique de Villanova contre cette équipe-là, qui donc va orienter vers une aide, mais donc l'accès au panier est bouché, et qu'en fait, les mecs de Villanova ne vont jamais tenter le flotteur par-dessus ces aides, ce qui est un peu le tir de d'habitude. Et voilà, ce genre de schémas sont faits un peu pour bloquer l'accès au panier et t'orienter vers ces zones un peu de l'entre-deux, on va dire. Et pourtant, il montre plein d'exemples de, non, au final, en fin de drive, les Josh Hart, les Brunson, les DiVincenzo, ils s'arrêtent et plutôt que prendre le flotteur, hop, je fais le pied de pivot, etc.
Et tu vois, il y a un peu l'argument stat qu'il a avancé sur Villanova. Mais il y avait aussi, il recoupe aussi avec ce que dit Brunson. Il n'y a pas que le constat, il y a aussi Brunson qui dit bah ouais, c'est pour de vrai, oui, c'était un point important à l'entraînement. Les coachs qui nous faisaient répéter à chaque entraînement ce qu'il appelle jouer off to fit, off OFF to fit, donc à partir de 2 appuis, c'est-à-dire en fin de drive, pas s'élever sur un pied et déclencher le flotteur, mais faire une espèce de stop. En fait, le drive, tu le finis en stop, tu finis hop sur 2 pieds, et ensuite une fois tu as un pied d'appui et tu tournes autour, tu cherches la solution, et s'il n'y a pas la solution, tu ressors. Donc voilà, c'est un peu juste pour cet aspect de off to fit. Mais tu vois, juste, c'est marrant qu'on en parle aujourd'hui. Je pense que c'est un truc sur lequel Wembanyama, sur les matchs de pré-saison, semble avoir un peu plus cet aspect-là. Tu vois, de pas forcer un peu des flotteurs ou des pull-ups loin du panier, mais d'insister pour faire ce point de pivot, pied de pivot, pardon, et insister pour aller un peu plus proche du panier. Mais oui, non, tu allais prendre l'autre exemple qui donne dans la vidéo de Rick Bird, c'est ça? Alors moi, j'ai les Belmont Bruins. Je dis pas que j'ai jamais entendu ce nom d'équipe, mais pas loin. Donc c'est pour savoir, c'est pour ça que je te lançais avant le côté Baylor, savoir si c'est une équipe qui te parlait, parce que là, pour le coup, de nouveau, on va retrouver un exemple qui est plutôt du côté de la corrélation, où apparemment cette équipe a été plusieurs années la meilleure équipe en termes de réussite à 2 points. Ouais. Avec l'aspect que, et là le coach qui cette fois le dit ouvertement, pas de flotteur dans mon équipe, quoi. Et en effet, si Villanova était sur la période l'équipe qui en prenait le moins, Belmont devait être, sachant qu'il y a beaucoup d'équipes universitaires de Division 1, ils sont dans les 10 derniers, quoi. Donc là, c'était un nouvel exemple, voilà, d'un coach qui clairement interdit un tir, et où on voit une corrélation sur la réussite à 2 points qui suit derrière, en disant voilà, en éliminant le flotteur, en fait, je me retrouve globalement avec une réussite plus intéressante. Pour le coup, c'est presque dommage. Je sais pas si l'extrait audio du coach, qui est du coup le coach de Belmont Bruins, qui est Nick Byrne, s'il pouvait un peu plus étayer en disant voilà, au-delà de l'aspect peut-être statistique, ce qu'il voit en fait comme désavantage sur ce tir-là, peut-être un côté au niveau du basket universitaire, on est quand même un niveau en dessous, peut-être que le toucher des joueurs n'est pas assez bon, la prise de décision n'est pas assez bonne. C'est un peu dommage ça de pas l'avoir plus étayé, mais en tout cas c'est un nouvel exemple intéressant, parce que on voit vraiment un côté volontaire, idéologique, dans le fait de supprimer ce tir du répertoire de son équipe. Après, il prend aussi un autre exemple, qui est celui de Gonzaga, qui est tout aussi efficace qu'une équipe comme Villanova, et qui pourtant en tente beaucoup plus des flotteurs aussi. Donc, bon, la corrélation générale, elle est là. Le facteur de corrélation existe pour l'ensemble de la NBA. Après, il va chercher un peu par-ci par-là l'exemple un peu unique. Gonzaga, c'est vrai qu'il y a un peu il explique bien des line-up à 2 bigs souvent. Donc, tu vois, là, pour le coup, je peux te citer Rui Hachimura, qui jouait à côté de Brandon Clark à l'époque, donc 2 bigs un peu tout le temps dans la raquette. Il y a aussi comment il s'appelle, Chatham Green, qui était à l'époque avec Drew Timme aussi, je sais pas si tu connais Drew Timme, oui, qui était un genre de post-up aussi, qui joue un peu en NBA, en tout cas à Brooklyn. Mais voilà, il y a un côté aussi, comme il dit dans sa vidéo, que ensuite il ouvre un peu, il est quand même un peu moins fermé, et il raconte que bah voilà, une équipe comme Gonzaga aussi, elle est très bonne, mais aussi pourquoi, parce que Gonzaga, il y a 2 bigs qui bouchent l'espace, donc eux ils se permettent de prendre plus de flotteurs. Et il faut dire aussi que Gonzaga, dans la conférence où ils sont, c'est un énorme programme. C'est pas un programme aussi gros que Kansas, Duke, Kentucky, mais tu vois, ils sont dans la WCC, ce qui est une conférence un peu moins forte. Ouais, ces dernières années, si je me trompe, c'est l'une des équipes les plus en réussite. C'est ça, ouais. Je sais pas, je les ai souvent vus annoncer numéro 1 à l'arrivée de la March Madness. Donc, une certaine continuité, une grosse réussite pour ce programme du Nord-Ouest américain. Non, mais ce que je veux dire, c'est que tu vois, ils ont de grosses recrues, et dans un niveau de compétition et de défense qui est peut-être aussi moins bon. Donc c'est aussi comme ça qu'eux peuvent se permettre de prendre plus de tirs, mais parce qu'ils ont plus de talent pur, et donc plus aussi les réussir en un sens, quoi, tu vois. Bah, je pense que cet argument-là, tu vois, moi je le voyais comme une sorte un peu de commencer à mettre de l'eau dans son vin en disant, bah voilà, il y a une stat, elle est généralisante, mais il faut commencer à la contextualiser, et Gonzaga, c'est l'occasion de montrer que, bah, en fait, dans une équipe Villanova qui apparemment se rapprocherait d'une sorte de 5-out offensif,
mais du coup avec peut-être quelques manques de taille défensifs. Là, je suppose parce que c'est des équipes que je connais pas, mais c'est souvent le compromis du 5-out en attaque, quoi. En disant, bah voilà, Gonzaga, eux, ils sont orientés autour de deux intérieurs, et que du coup, bah forcément, le flotteur dans un contexte où le spacing est limité, bah c'est pas qu'il perd en intérêt, mais devient à des moments un peu plus une solution parce Ouais. que bah, vous avez d'autres avantages qui se retrouvent ailleurs, comme au rebond offensif, comme potentiellement boucler la raquette en défense, ce genre de choses. Et c'est là que c'est l'un de tes grands axiomes chéris qui sont les vases communicants, où on peut pas... il y a certains contextes où on va privilégier plutôt certaines choses, amener des compromis, et bah, à un moment, tirer plus de flotteurs peut être un compromis, mais globalement, peut-être que c'est un compromis qui reste intéressant dans la globalité Ouais. stratégique, qu'elle soit offensive, défensive, et reliant même les deux, quoi. Et c'est voilà, c'est pour le coup ça qui finit un petit peu là-dessus en disant c'est euh, il y a cette grande stat qui est là, mais il faut toujours commencer à la contextualiser et là il contextualise d'un point de vue tactique et stratégique. Oui, et puis il contextualise aussi par rapport à la NBA aussi. Je sais pas si vous voulez enchaîner carrément là-dessus. Oui, vas-y. Bah non, mais sur le fait que il y a aussi le côté où déjà les joueurs NBA ont plus de talent pur. Donc il y a parfois cet avantage, mais on va aussi on va peut-être lier avec l'article que tu m'avais donné aussi, l'article de Joey Wolfund qui date de quelques temps. L'exemple de la série entre Rockets et Spurs, où il détaille bien l'aspect de flotteur de Harden, où les Spurs, bah, ils font un peu pareil que la défense de Baylor, quoi. C'est-à-dire, on oriente d'un côté, on laisse un angle de drive, donc en l'occurrence pour Harden c'était la main droite, et on essaie de bloquer le panier avec Tim Duncan en drop, et que c'est une série où Harden a un peu galéré parce qu'il avait pas trop ce flotteur à l'époque, il l'a développé un peu plus par la suite, et que donc la série a été mauvaise, mais c'est aussi pour ça que via les joueurs NBA, tu parlais de à quel point est-ce que pour une équipe comme Belmont qui n'avait pas un niveau de talent pur et donc pas beaucoup de toucher de balle chez les joueurs autant qu'il en faudrait, bah, le mec voulait pas que ses joueurs en prennent. La NBA c'est peut-être aussi un peu l'inverse, c'est-à-dire que tu veux pas que tout le monde en prenne ce genre de flotteur, mais par contre sur un échantillon plus réduit de notamment les stars, en fait c'est exactement la même réflexion et je sais que c'est aussi ton cheval de bataille depuis longtemps sur les longs tirs de points, c'est que il y a une différence entre enfin le long tir de points n'a jamais disparu, c'est juste qu'il a toujours été un peu réservé aux stars et pareil un peu pour le flotteur j'ai envie de dire où ben oui en fait si t'es capable de les mettre à 50%, entre guillemets, ça devient aussi un bon tir d'un point de vue rentabilité, mais plus que rentabilité, il y a le contexte tactique de une solution pour résoudre un problème qui est donné à un moment donné. Comme donc par exemple le drop des Spurs contre Harden, et Harden n'a pas eu cette solution, mais si t'es un Trae Young, si t'es un Garland, si t'es un mec qui a dû toucher, face à un mec qui attend bas en défense, bah peut-être que la solution elle est là, tu la prends et en plus tu as le toucher de balle et la capacité à la rentrer à un taux beaucoup plus intéressant que le mec de NCAA qui ensuite va devenir comptable 3 ans plus tard et qui serait capable de le mettre que à 32%, quoi. C'est un peu l'argument qui est avancé dans cet article qui voilà, on retrouve le fameux argument prendre ce que la défense te laisse de disponible, quoi. Ouais. Quelque chose qu'on entend souvent les meilleurs attaquants dire, quoi. Après, c'est vrai que cette série, elle était assez drôle parce que je me rappelle pour le coup à l'époque où il y avait un côté quasiment caricatural dans la défense, en fait, quoi. Mais c'était à l'époque où Harden suscitait beaucoup de défenses qu'on aurait pu qualifier de caricaturales, en mode et je sais pas si c'est sur cette série où carrément le défenseur ne se met pas devant Harden, quoi. Il se met sur le côté de sa main forte. Ah, c'est plus tard, c'est 2019. Ah, je me trompe. 2019, c'est Ricky Rubio avec le Jazz et les Bucks de Bledsoe qui même pas d'écran, juste il se met derrière. Mais c'est vrai que c'était l'époque où voilà, Harden avait son pull-up fadeaway à 3 points qui semblait inarrêtable. Et c'est vrai que la réponse des Spurs, ça a été de dire, bah en fait, vous l'empêchez de prendre son 3 points, vous lui bloquez l'accès au cercle, mais l'entre-deux, vous le laissez. C'est pas que vous le laissez libre, hein, c'est jamais Ah oui. complètement libre, mais du moins, vous n'irez pas chercher à être hyper agressif dans cette zone-là, quoi. Et c'est vrai que c'est quelque chose où Harden, apparemment, ce qu'elle dit dans l'article, a dit que c'est cette série-là qui l'avait obligé à bosser, bah, justement pour trouver cette solution dans l'entre-deux qui est le flotteur, quoi. Donc, et globalement, si on en revient à un aspect un peu plus statistique, c'est vrai qu'on parlait de 39% de réussite pour les joueurs universitaires.
En NBA, la moyenne est plutôt à 45%. Ouais. Et l'auteur de la vidéo, Obvision, nous montre même les réussites des joueurs qui en prennent le plus. C'est vrai que ceux qui en prennent le plus, ils sont autour des 50%, des fois un peu au-dessus, des fois un peu en dessous. Mais voilà, je sais pas quelle est la réussite offensive moyenne sur demi-terrain aujourd'hui. Je pense qu'on doit être pas loin un peu en dessous peut-être des 1 tir par possession. 1 point par possession, tu veux dire? 1 point par possession, et voilà, oui, 1 point, pardon. On doit être un peu en Parce que les dessous. Rockets, ils sont à 5 tirs par possession. Et, le flotteur, en fait, est pas si loin que ça de cette réussite. Et on peut se dire que globalement, Ouais. voilà, ça reste quelque chose qui, sans être, je sais pas, une pépite, une mine d'or à exploiter, reste quelque chose qui a tout à fait sa place en fait dans le très haut niveau. Mais après, il y a deux points là-dessus sur la conversation. En fait, le flotteur, c'est finalement pas différent du reste. C'est à peu près comme tous les tirs. Si t'es bon, il y a moins de problèmes que tu le prennes que quand t'es pas bon. Ça paraît trivial, mais c'est le cas. Tu vois, parce que là, on est dans le prisme du flotteur. Donc oui, quand t'es à 50% sur les flotteurs ou quand t'es à 60% sur les flotteurs comme Ty Jerome, bon bah ouais, ça vaut le coup que tu les prennes, si tu les mets. Mais après, il y a l'autre. Mais tu vois, je veux dire, c'est pas pareil. C'est pareil et c'est pas différent que les 3 points. Si t'es nul aux 3 points, ben n'en prends pas. Très basiquement. Ou si t'es pas bon en drive, fais pas un drive. Ou tu vois, ce genre de choses. Par contre, de l'autre côté, au-delà de ça, je pense que juste le côté ah oui, mais moi je suis bon, je peux les prendre, donc c'est bon. Je pense qu'il y a quand même le contre-argument de oui, mais quel est un peu l'opportunité qui est le coût d'opportunité, et est-ce que tu pourrais pas obtenir quelque chose de plus que ça? Parce que là, on retombe aussi sur la problématique ou le théorème un peu d'Emar DeRozan, qui en fait, si tu restes juste dans le prisme, oui, mais vu que je les mets, je peux les prendre, les longs tirs de points, par exemple. Ok, il va les prendre, mais sauf que est-ce que c'est pas dommage relatif aux autres qui eux sont capables de générer des tirs au panier? Donc toi, pour moi, il y a un peu ces deux aspects où il y a la compétence d'un côté, et si t'es bon sur ce tir, mais comme tous les autres types de tirs, ok, c'est moins problématique. Par contre, si tu recontextualises flotteur, d'accord, mais flotteur par rapport à quoi? Et si c'est flotteur plutôt que aller directement au panier, là c'est plus embêtant, tu vois. On est tout à fait d'accord là-dessus. Forcément, je veux dire, là on parle du flotteur et on essentialise tous les flotteurs entre eux, ce qui forcément, on peut pas faire sans pour avoir ce genre de discussion intéressante au demeurant. Mais voilà, il y a aussi à prendre en compte toutes ces limites qui sont que on est en train de parler de tirs en fait qui peuvent être malgré tout dans une certaine mesure très hétérogènes, quoi. Ouais. Et il y a quand même un aspect qui est intéressant dans le flotteur avant qu'on rentre dans la définition, c'est que ça que tu parles de coût d'opportunité. Il faut se dire que globalement, si un flotteur est prêt, dans une immense majorité des cas, on n'est pas loin d'être sur ce qu'on appelle en NBA une paint touch. C'est-à-dire que il y a eu un dribble dans la raquette qui a été fait. Encore une fois, je dis pas que c'est le cas dans 100%, mais on peut penser dans le cas d'une majorité de flotteurs, Ouais. on est sur ce genre de choses. Les paint touch, il y a un aspect où tactiquement, c'est quelque chose de très recherché, parce que ça veut dire qu'en fait, vous avez le contrôle du ballon dans une zone du terrain extrêmement intéressante et qui vous ouvre en fait plein de possibilités. Il y a la possibilité du flotteur, mais il y a la possibilité d'aller chercher plus agressivement le lay-up, la possibilité notamment aussi de faire des passes, parce que normalement, si vous êtes à cet endroit du terrain, il est assez probable qu'il y ait des aides. Et du coup, ça peut même les aides peuvent engendrer derrière des cuts de vos coéquipiers, ainsi de suite, quoi. Surtout que t'es au cœur du jeu. T'es pas ligne de fond, t'es pas enfermé, t'as toutes les options de passe possibles éventuellement, quoi. Et c'est ça. Et du coup, tu parlais de coût d'opportunité, c'est exactement le mot qui est intéressant, c'est de dire à chaque fois qu'un joueur prend un flotteur, sachant qu'on sait que de base, on est quand même sur plutôt une bonne opportunité. Ouais. Est-ce qu'il y avait pas mieux à faire, quoi. Et du coup, je pense que c'est limite dans cet argument-là qu'on peut le plus rejoindre la thèse de Obvision, de l'auteur de la vidéo, en mode oui, on est quand même en train de prendre un tir qui, dans la majorité des cas, va être contesté, va être un peu en termes d'équilibre, des fois, ça peut être un peu compliqué. Un tir qui, alors là,
on va en rediscuter, je pense, plus tard aussi. Est-ce que c'est le plus à même de provoquer les fautes? Peut-être pas. Euh, il- on peut quand même, je pense, légitimement se poser une question de se dire, bon, s'il reste 15 secondes à l'horloge, est-ce que c'était vraiment la meilleure option? Même si, ok, elle est dans les mains de peut-être de votre meilleur porteur de balle qui, en soi, est capable de régulièrement les mettre. Mais voilà, si vous prenez tout le temps des shoots qui, en moyenne, je sais pas, c'est des 2 points à 53%, vous comptez les pertes si vous commencez à compter les pertes de balles qui vont et viennent un peu de temps en temps, plus des fois où quand même ça va sortir agressivement, vous allez passer la balle sans trop d'options. Bref, est-ce que vous avez envie de faire votre marque offensive, votre option numéro 1, votre plan A? Je pense que la réponse est plutôt non. Et pour le coup, ça revient un peu à, si on revient sur l'article de Joey Wolfond, à d'autres éléments qui sont mis dans l'article, où il y a des déclarations des Nets. Alors, ça doit être les Nets en 2019 ou 2020. Est-ce que c'était une bonne équipe, les Nets, en 2019 ou 2020? Je crois que c'était quand même correct, si ma mémoire est bonne. 19, c'est Atkinson qui fait les playoffs, tu sais, avec Russell, les jeunes. Les trois meneurs, à Dinwiddie, Russell, et j'ai oublié le troisième. Caris LeVert, peut-être? Caris LeVert, ouais. Ça doit être ça, ouais. Et grosso modo, il y a 2 déclarations qui sont dans l'article, qui sont une de Jarrett Allen, qui disent effectivement que, encore une fois, on va mettre ça pour plus tard, mais que c'est un tir qui est un peu qui est compliqué à défendre, mais avec l'idée que globalement, en fait, on est prêt à vivre avec ce tir, quoi. Et Atkinson, qui fait bien évidemment tous ces éléments de coach en disant, mais voilà, vous voulez jamais qu'un tir soit complètement non contesté, ce genre de choses. Mais on pense que si on a un gros volume de flotteurs face à nous, à la limite, on est prêt à prendre ce genre de choses. Si c'est ce que notre défense concède, qu'il en soit ainsi, ça nous va, quoi. Donc ça reprend un peu, je pense, ce qu'on pouvait dire, à savoir, déjà, ça dépend peut-être si c'est Trae Young ou Garland qui est en train de le prendre, des joueurs qui peuvent le prendre avec un gros volume et une bonne réussite, ou des joueurs avec où c'est pas du tout le cas. Il y a encore une fois qui est en train de prendre le tir. Si la moyenne est à 45%, là où les stars sont à 50%, c'est qu'il y a du monde qui en prend et qui devrait pas en prendre. Donc il y a quelque chose, il y a quelque chose à creuser là-dessus. Et on peut penser que c'est la défense des Nets en concédant ça voit aussi les choses de cette manière, quoi. Et c'est vrai que pour le coup, pour avoir vu quelques porteurs de balles qui arrivent en NBA, des jeunes et qui sont un peu justes, je sais pas si tu es d'accord avec moi, mais souvent il y a l'un des signes qui est marquant, c'est ils vont prendre des flotteurs beaucoup trop tôt. Oui. Beaucoup trop tôt, et on sent que le flotteur devient un échappatoire à une situation qui est pas complètement maîtrisée. C'est vrai que pour le coup, c'est un tir où on voit les joueurs arriver en NBA, l'avoir dans leur bagage technique, mais où par contre le choix de prendre ce tir-là à ce moment-là, clairement, et pour moi, est souvent quand même un signe d'un joueur qui soit n'est pas à l'aise sur son dribble, ou sur son tir, ou dans les solutions de passe. Je trouve que pour le coup, c'est souvent, je vais pas parler j'ai perdu son prénom, de Hayes, le français, mais on voyait clairement. Hayes. Pardon? Killian Hayes. Killian Hayes, merci. Mais c'est quelque chose que pour le coup, en NBA, on avait clairement vu où le flotteur était un peu une solution de secours, mais pas du tout un tir en soi qui, quand il le prenait, était intéressant à prendre. Donc c'est vrai que l'article, pour le coup, qui est plutôt orienté pour le flotteur, se termine avec des déclarations du côté de la défense qui disent fondamentalement, nous, ça nous va de se concéder ce tir, quoi. Oui, puis ce qui est aussi rigolo, je trouve, c'est que, tu vois, l'article, à quoi il a 5-6 ans, il me semble, Oui. Il est un peu vieux, mais 6 ans plus tard, Jarrett Allen lui-même a développé un peu cette espèce de push shot et de flotteur un peu loin du panier. Mais non, mais alors, avant de revenir là-dessus, je sais pas ce que t'en penses, mais presque la discussion est presque plus intéressante à avoir de manière plus globale. Et je dis ça dans le sens où, en fait, on parle plus globalement de l'entrejeu, peut-être. Parce que lui, dans sa vidéo, il y a un peu cet angle de par Villanova qui ne prend pas de flotteur, mais qui prenait des longs deux. Je sais pas ce que tu en penses, mais il n'y a pas tant que ça de différence, pour moi, peut-être, entre finalement, tu affrontes une défense en drop, un défenseur qui, au niveau de l'écran, va rester bas, va bloquer l'accès au panier.
je pense que prendre un pull-up à quelques mètres du panier ou avancer un peu plus et aller au flotteur, pour moi, c'est un peu la même problématique. Et dans les deux cas, on a affaire à quelqu'un qui va juste tenter le tir lointain. Alors, soit lointain sur un vrai pull-up, un vrai jump shot, soit un 2 pas plus près en s'élevant, en relâchant le ballon avec juste une main pour un flotteur. Mais globalement, dans l'idée, c'est un peu la même chose, quoi. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire, mais cette différenciation, je la ferai pas vraiment tout le temps, en tout cas. Je vois ce que tu veux dire. Après, il y a le contre-argument qui est là, qu'on a évoqué, c'est le cas qu'on a évoqué d'Arden, où si tu ne l'as pas, qu'est-ce qui se passe pour les défenses? Ouais. Je veux dire, qu'est-ce que les défenses plutôt vont te faire, quoi? Et c'est là où il y a toujours un peu cet aspect je vais reprendre le terme que je déteste parce que j'ai pas d'autres mots là sur la bouche, de bagage technique. Mais clairement, voilà, c'est toujours plus tu vas être varié dans ton répertoire, plus pour le défenseur, il y a un aspect de se dire je peux pas lui enlever ça, je peux pas lui enlever ça, je peux pas lui enlever ça. Bon je suis obligé de rester un peu sur la réserve sur chacune des options, quoi. Là où si je sais que clairement il n'y a pas cet entre-deux, où je sais que ce joueur-là ne prend jamais de flotteur, est-ce que je peux pas être plus agressif sur lui? Ou est-ce que je peux pas, au contraire, est-ce que je peux pas être plus mesuré en me disant il va jamais me surprendre à un moment avec ça? Donc en fait, tant que je le vois pas prendre un moment s'arrêter sur ces deux appuis, je sais qu'il va pas prendre le tir ou partir sur son lay-up. Et c'est toujours là où c'est compliqué en fait d'aller quantifier l'absence de quelque chose, parce que là on le voit avec la présence qui est je sais faire un flotteur et je sais le réussir, donc tu pourras pas me défendre comme ça. Et en fait il faudrait prouver que quand ce n'est pas là, c'est quelque chose où le défenseur va avoir un avantage et va clairement le mettre à sa disposition. C'est quelque chose qui est très compliqué à quantifier, mais on peut imaginer que c'est quelque chose qui est là parce que c'est clairement l'exemple montré avec James Harden et les Rockets en 2017. Mais le truc, c'est qu'avec Harden, ça a aussi bien marché. Parce que Harden a un jump shot un peu particulier où il n'arrive pas à shooter après ce qu'on appelle un forward momentum, quoi. Il n'arrive pas en pleine course vers l'avant, à stopper, s'élever en verticalité pas de Jordan, et shooter. Quoi. Ben voilà, exactement. Ou Westbrook, enfin, t'as un jump shot un peu classique, j'ai envie de dire. Il y a toujours ce truc de vouloir un peu revenir vers l'arrière, d'où le step back. Le step back est aussi, c'est né un peu de ça, mais il y a des joueurs comme ça, tu vois, notamment Luka Doncic, c'est exactement pareil. Doncic, c'est pas trop le mode de jump shot en mode la décélération et pas vraiment dans le côté aérien, quoi. Exactement. Et puis il y a un côté pour charger le tir aussi avant de le renvoyer, mais le côté chargé, il est plus à l'aise de le faire sur un step back. Mais tu vois ce que je veux dire, c'est que en fait, Harden, si ce n'avait pas été Harden, mais un mec, je sais pas moi, Westbrook ou Kawhi Leonard, peut-être qu'on n'aurait pas eu autant de flotteurs et que les mecs auraient pu s'arrêter après ce qu'on appelle un forward momentum, après une course en avant, hop, je m'arrête un peu pour m'élever verticalement et prendre le pull-up, quoi. Mais c'est vrai que un mec comme Harden qui avait pas ce côté, qui avait un peu besoin de revenir en arrière pour son step back, quand t'avais, comme tu dis, le défenseur qui est derrière, il t'empêchait de prendre ce tir. Donc t'as pu enfermer vers le flotteur. Mais c'est aussi on parle de ça sur les défenses en drop. Souviens-toi avec les Bucks dès 2019 avec Bud, il y a Brook Lopez, d'accord, qui est devant le ballon, qui reste très bas, qui protège le panier extrêmement bien. Il y a Giannis qui est en safety, qui va être en aide, en bonus sur les actions off-ball. Mais ça tient aussi beaucoup de à quel point le premier rideau va marcher. Le fameux, le contest dans le rétroviseur, le rear view contest à l'époque, Eric Bledsoe, je roule l'idée ensuite, etc. Donc les systèmes en drop fonctionnent aussi beaucoup de cette manière et presque, j'ai envie de dire, la qualité de ton premier rideau peut inciter et peut transformer un pull-up peut-être plus à l'aise, qui est un vrai jump shot ou un truc sur les mecs qui sont habitués, empêcher ça et transformer la situation en mince, il est trop près de moi, il faut que je continue un peu et que je déclenche un peu un flotteur, quoi. Et je pense que là-dessus aussi, il y a un aspect, on a parlé, on va dire, du besoin d'avoir cette polyvalence technique pour le défenseur, mais il y a aussi quelque chose qu'il ne faut pas sous-estimer, qui est en fait la mécanique dans le match. Je vais partir sur un exemple complètement différent, mais pour moi, il n'y a pas meilleur exemple. C'est les finales 2022. Avec la défense de Boston, Udoka qui dit on défendra Curry en drop, qui me prennent tous ces 3 points contestés en sortie d'écran, en sortie de pick and roll qu'il veut. Je considère qu'il faut bien mieux ça que lancer toute la mécanique collective des Warriors. Et en soi, on peut penser que statistiquement, sur le long terme, il y a
c'est quelque chose qui peut faire sens, qui doit pas être balayé directement d'un revers de la main. Sauf que, en fait, quand le joueur commence à en mettre plusieurs dans le même match, il est capable de faire la même chose au match d'après. À quel moment, en fait, tu dis stop? À quel moment les joueurs sur le terrain, ils doivent commencer à s'ajuster ou à rester sur le plan initial? Et Le facteur humain par rapport au plan théorique, en fait. oui, et le facteur aussi des échantillons, où à un moment, en fait, qu'est-ce que tu te dis? Bon, non, on va pas surréagir à un petit échantillon, hein, moi, je crois qu'on l'a dit X fois sur les codes et parquets, où cette idée, il faudra absolument faire des ajustements. Peut-être que des fois, à un moment, il faut pas faire l'ajustement, parce que c'était retirer quelque chose qui pouvait marcher trop tôt, quoi. C'est quelque chose on a vu des coachs où, on peut dire rétrospectivement, ils ont peut-être changé de braquet beaucoup trop vite, quoi. C'est à quel moment tu te dis, non, c'est un petit échantillon, ça va venir, et à un moment où tu te dis, bon, est-ce que je crois toujours à mon histoire d'échantillon, quoi? Est-ce que les concepts de la main chaude, le joueur est complètement à l'aise sur ce tir-là, ça démoralise ma défense, à quel moment en fait tu fais rentrer ces choses en considération? Bon, là j'ai pris l'exemple, rien à voir avec le flotteur, mais je pense que c'est un exemple qui est très parlant à un moment d'avoir une tactique qui est basée grosso modo et vraiment réfléchie et pourtant qui est mise à mal, et à quel moment tu dois t'ajuster ou pas, vraiment ce dilemme très régulier pendant les playoffs. Pour le transposer avec un autre exemple, tu peux penser au cas des Hawks contre les Knicks en 2021, si je ne m'abuse, avec tous les flotteurs de Trae Young, et notamment tout ce jeu à deux entre est-ce que je vais faire mon flotteur ou est-ce que c'est juste un alley-oop pour Clint Capella. Est-ce que c'était déjà Robinson, le défenseur à l'époque? Je ne sais plus. Mais voilà, il est en drop. Imaginons que c'était Robinson, il est en drop, il est obligé de gérer Capella qui descend d'un côté, Trae Young qui arrive, et arrive en fait tout ce jeu. Et quand ça commence à être mis une fois, deux fois, trois fois, souvent le défenseur a le réflexe d'aller s'ajuster, quoi. Et c'est là où c'est toujours un peu le jeu des fois avec ces tirs qui sont en soi peut-être pas si intéressants que ça, mais qui, parce qu'ils sont mis plusieurs fois, ouvrent des possibilités ailleurs qui n'auraient peut-être pas été là sans. Et alors que peut-être que le jeu, c'est de dire, oui, ok, Trae Young, t'es très bon sur les flotteurs, mais c'est un tir que tu mets 49% du temps. Je pense que ça vaut le coup de continuer, mais sur une série de playoffs, quand il y en a eu 4 ou 5 et que le défenseur s'est un peu ajusté, qu'il en a repris 2 en alley-oop derrière, qu'est-ce qu'il faut faire et tout, on peut comprendre que là-dessus, il y a des moments, en fait, on va forcer l'ajustement défensif. Alors peut-être que sur un autre match, Trae Young n'aurait pas mis 4 flotteurs d'affilée, et du coup, il n'y a pas cet ajustement, mais le moment où il les met, est-ce que c'est pas compliqué pour un coach et pour un joueur de dire non, on le laisse faire et tant pis, quoi. Et voilà, ça c'est un grand dilemme un peu des fois des tirs qu'on peut qualifier de discutables, mais ils sont mis un peu régulièrement, ouvrent un panel de possibilités qui sinon n'auraient pas été là, quoi. Oui, et puis là où tu parles d'échantillons, mais sur des playoffs, on est toujours sur des petits échantillons. Oui. À l'échelle d'une série, mais surtout d'un match, en fait. Et tu vois, là, on parle du flotteur en l'occurrence, mais c'est pareil pour à peu près tout le temps. J'ai souvenir de, tu vois, pareil pour OKC avec SGA. À quel point tu es censé t'ajuster quand tu fais un mur en face de lui, mais que tu fais le mur pour pas qu'il drive, mais qu'il prend le pull-up à 2 points et il le met. Et à quel point est-ce qu'il faut pas commencer un peu à pas juste faire un mur devant, mais à peut-être faire une prise de pour le faire lâcher la balle. Pareil pour un mec comme Kawhi Leonard. Si je prends un peu les playoffs récents en 2025, tu dis on va surcharger le terrain autour de lui. Ok, Denver, on met un premier rideau, on fait venir quelqu'un depuis le côté faible, hop, tu viens côté fort, tu surcharges le terrain et tu bouches l'accès au panier. Bon, il y a aussi des fois où Kawhi Leonard, il va prendre 10 fois ce tir mi-distance parce qu'il peut pas aller au panier, et peut-être que 10 fois il peut le mettre, quoi. Et c'est marrant parce on est que sur des mini-échantillons, donc tu as toujours un peu ce dilemme de est-ce que je change ou est-ce que je change pas, mais ce qui est encore plus parlant, et c'est que au-delà de l'aspect ajustement coaching, il y a l'aspect humain du joueur. Oui. Et dans l'article, c'est un peu ce dont parle Jarrett Allen, c'est que lui-même, sans que le play call soit différent, parfois il dit oui, mais si le mec en face de moi, il met 2 fois le flotteur, moi-même, je me pose la question de est-ce que je monte un tout petit peu plus que d'habitude, mais du coup, ça a d'autres conséquences de le rôle dans le dos va s'échapper, etc. Et t'as pris l'exemple de Trae Young contre les Knicks 2021, mais
encore plus parlant parce qu'encore plus gros, encore plus impressionnant, Luka Doncic contre les Wolves, finale de conf 2024, tu vois, c'est exactement ça. Et en plus, c'est marrant parce qu'on retombe aussi sur la conversation qu'on vient d'avoir sur le premier rideau. Le fait est que le premier rideau était pas assez costaud contre Doncic, donc tu vois, Lou Dort était capable de repousser un peu un Doncic au tour d'avant, ok ici, mais au tour d'après, McDaniel c'était pas assez costaud, donc là encore l'importance du premier rideau, mais surtout tu as eu toute la série, l'aspect de en fait, Doncic, il allait sur son spot. Et là, que fait Gobert? Parce que Gobert, il restait un portrait, mais sauf que Doncic, il les mettait tous, ses flotteurs, ces espèces de flotteurs ou pull-up à 2-3 mètres du panier. Et les fois où Gobert essayait d'un peu de monter, sans que ce soit le play call, mais monter un tout petit peu trop, boum, t'es puni parce que du coup, si tu montes un peu trop, dans ton dos peut s'échapper Gafford ou Lively pour la verticalité et le alley-oop, quoi. Et en fait, ça a été ça tout le long de cette série. Et c'est aussi là-dessus où on en revient à, tu vois, par rapport à ok, est-ce que tu es capable de mettre le tir? Pour moi, ça suffit pas comme conversation. Pour moi, il y a aussi un aspect de à quel point ce que le tir doit aussi exister pour être une menace, en fait, pour peser sur la défense. Et dans le cas de Doncic, par exemple, c'est pas lui qui va chercher à avoir des flotteurs, c'est juste que il prend l'espace qu'on lui donne et son flotteur a une menace. Et comme il y a cette menace, ça fait un peu bouger les défenseurs et donc ça peut créer d'autres brèches. Mais tu vois, je fais un peu le lien avec d'autres joueurs. Dans cet aspect de diversité de profil, diversité de polyvalence du répertoire. Moi, quand je vois qu'un Giannis il développe son pull-up à 2 points, pour moi, c'est pas du tout pareil parce que Giannis, de toute façon, n'aura jamais un pull-up à 2 points à ce point fort pour faire tordre les défenses vers le périmètre, tu vois. Donc, en un sens, c'est un peu juste quand Giannis prend des pull-ups, c'est une victoire rentable, c'est une victoire stratégique de rentabilité pour la défense. Alors qu'avec Doncic et ce flotteur proche du panier, il y a un aspect, et pour d'autres, hein, pour Trae, pour Garland, il y a un aspect où le tir, c'est pas le tir en soi, parce que le tir est pas hyper rentable, hein, même 50%, ça fait que 1 point par tir. C'est pas génial dans la NBA d'aujourd'hui. C'est pas un tir qui en soi est très rémunérateur. Par contre, ce qui est rémunérateur, c'est les brèches qu'il est capable de créer de par la menace de s'il prend le tir. Alors que quand t'as notamment le pull-up à 2 points d'un Giannis qu'il est en train de développer, ce tir-là n'a pas le même poids sur une défense, tu vois. Oui, après, j'imagine qu'il y a un aspect un peu graduel, hein, en mode à quel point t'as pas besoin du tout de le défendre, à quel point tu le défends un petit peu, et puis un peu plus, puis un peu plus, puis un peu plus, quoi. En fait, tout est graduel et c'est jamais noir ou blanc. Et peut-être que Yanis, en ayant, je sais pas, en obligeant peut-être juste des fois le défenseur à faire un pas, bah boum, c'est déjà en fait. C'est déjà un avantage qu'il n'aurait jamais eu sinon, et est-ce que ça vaut quand même le coup? Bon, voilà, ça s'entend toujours à qu'est-ce que la défense en face propose, quel est le coup d'opportunité de prendre ce tir par rapport à d'autres options, bref, ce qu'on a déjà dit là-dessus, quoi. Oui, puis l'aspect que tu détaillais le flotteur est au cœur du jeu, donc c'est là où il y a le plus de passes possibles, d'options, etc. C'est pas pareil finalement que les tirs un peu lointains, pull-up 3 points parfois ou pull-up à 2 points, quoi, tu vois. On est d'accord là-dessus, ouais. On a présenté un peu on a même été plus loin de présenter un peu les grandes idées, que ce soit de la vidéo de Oblivion ou de l'article de Wolfond. Moi, quand même, je voulais avant de continuer cette discussion-là, un peu poser quand même quelques jalons qu'on n'a pas fait, qui sont un peu peut-être simplement des questions sémantiques, mais qui méritent d'être posées. Parce qu'elle montre pour moi quand même quelques biais où il faut être vigilant dans ce qu'on a dit et peut-être dans ce qu'on dira après. Et le premier, bah déjà, tiens, je te pose la question, c'est quoi la définition d'un flotteur? Un ballon qui flotte, je crois, littéralement. Ouais, non, je dirais peut-être un tir proche du panier, ou plus ou moins proche d'ailleurs. Ça peut être plus loin, mais pour moi, un flotteur dans ma tête, c'est un tir qui est pas un pull-up, qui est pas un jump shot, les 2 mains sur le ballon, le jump shot, élévation, tir. C'est plus, moi je dirais, c'est un truc de tête, intuitivement, je dirais le truc à une main où tu fais flotter le ballon par-dessus un défenseur ou tout simplement vers le panier. Ok, donc par exemple, pour toi, typiquement, un runner ou un flotteur, tu fais pas de distinction, quoi. Pas trop, non. Mais d'ailleurs, avant, on disait runner, on disait beaucoup plus runner que flotteur. On le dit beaucoup depuis quelques temps, le flotteur, mais j'ai le souvenir qu'au début 2010, on parlait aussi beaucoup de runner, running shot. On parlait de runner, ouais. Alors, j'ai été un peu m'amuser à droite à gauche, voir si je trouvais des définitions claires.
Alors, le runner, c'est un pied d'appui, le flotteur, c'est deux. Le runner, tu casserais le poignet, le flotteur, tu le casserais pas. Ah oui, Bon, ouais. en réalité, comme souvent avec un terme dans le basket, il n'y a pas une définition claire et précise qui est là. Mais je trouve que c'est quand même intéressant. J'ai noté plusieurs cas en se disant, est-ce que c'est un flotteur ou pas? Par exemple, est-ce qu'il faut forcément qu'il y ait des dribbles pour qu'il y ait un flotteur? Bon, si on dit qu'il n'y a pas de dribble, on dira plutôt que c'est un push shot. Mais Oui. en soi, si par exemple on voit un joueur qui est au poste et qui est en train de dribbler au poste et qui boum, à un moment va faire un push shot, ok, il était en train de dribbler. Et du coup, c'est un push shot ou c'est un flotteur? Pour moi, le push shot, tu vois, c'est Richaun Holmes. Il reçoit la balle là, dans la raquette, en un move, sans dribbler, hop, je pousse le push shot. Mais on est d'accord qu'on peut aussi l'appeler flotteur, quoi. C'est des questions d'habitude, presque, j'ai envie de dire. Est-ce que c'est si différent que ça? Du coup, Ouais. il y a le avec ou sans. Si c'est avec ou sans dribble, il y a justement le avec ou sans. Je sais pas le terme. Drive. Sans drive en fait. Ouais. Voilà. Est-ce que quelqu'un que j'ai des exemples que je prenais, est-ce que quelqu'un qui est au poste, qui joue au poste, qui est complètement en train de dribbler, mais qui va à un moment pour un peu feinter son défenseur, prendre un flotteur, si on voudrait l'appeler ainsi. C'est un flotteur ou c'est pas un flotteur? Bon, comme je disais, il y en a qui considèrent qu'un flotteur, non, il faut pas du tout casser le poignet. Ok, mais en fait, quand on regarde certains joueurs, il y en a où clairement on voit bien qu'il y a aucun cassé de poignet, comme Curry ou comme Parker. Mais par exemple, si je prends Derrick Rose, il cassait légèrement le poignet. Oui. Il finissait pas complètement. Plus que légèrement, ouais. Il y a des tirs où clairement on voit que c'est pas une fin de tir comme certains peuvent le faire. Nash avait tendance à faire des fois les flotteurs à vraiment, c'est quasiment sa mécanique de tir, quoi. Derrick Rose est entre les deux. C'est un flotteur, c'est un runner. Qu'est-ce que c'est? Bon, il y a la question que je disais, est-ce que ça doit être sur un pied ou sur deux pieds? Ça, il y a deux écoles. Hein. Pour de vrai, il y a vraiment deux écoles de joueurs qui aiment bien. Je crois que tu vois Mike Conley, je crois qu'il est toujours sur deux pieds, notamment. Parker, toujours sur deux pieds quasiment. Voilà. Et après, tu as des joueurs qui est plutôt dans la fluidité du geste. Je crois que Trae Young est un peu comme ça, ou Garland, pour prendre des exemples récents. Je crois que Steve Nash aussi, le côté je fais un double pas et sur un pied, un peu désaxé, par exemple, appui pied gauche et le bras flotteur main droite, dans la fluidité de geste. Mais il y en a qui aiment bien, un peu, on parlait un peu du off to fit à partir de deux appuis aussi en début de podcast avec Villanova. Mike Conley ou des mecs comme ça, comme tu dis, hop, je drive, à la fin, boum, je fais un stop, et à partir du stop, je reset un peu toute la mécanique de tir, l'alignement aussi entre appui et épaule et main. Il y en a qui sont pas loin de l'Eurostep, en fait, quasiment, quoi. Oui. Bon, c'est des flotteurs, c'est pas des flotteurs, et il y a là aussi la question, il y a jusqu'à quelle distance? Ou est-ce qu'un flotteur, c'est forcément dans la raquette? Mais on a quelques joueurs qui étaient capables de les prendre de beaucoup, beaucoup plus loin. Bon, je pense que là-dessus, on appellera quand même ça un flotteur, mais bref. Tout ça pour dire que déjà en fait, il y a, suivant à qui on parle, il n'y a pas une définition claire et nette, sachant que ça arrive avec un autre biais qui est juste derrière, qui est si on n'a pas une définition claire de la chose, comment font les fameux outils statistiques qui nous donnent en NCAA 39% de réussite, en NBA 45%. Alors eux, ils considèrent ça comme un runner, hein, pour le coup. Il y a rarement la catégorie flotteur, c'est non, quasiment tout est dans runner, et voilà, vous débrouillez. Mais alors du coup, si nous, on n'est pas vraiment capable de donner une définition, quelle est la leur, et à quel point ils arrivent à l'extraire à avoir une bonne ligne de démarcation qui fait pas trop d'erreurs pour détecter l'un ou l'autre, on peut quand même se poser la question de savoir quelle est la fiabilité de la statistique en tant que telle, quoi. Je sais que voilà, c'est hormis la statistique point, on peut quasiment remettre en cause quasiment toutes les autres en disant des moments la différence entre une interception et un contre, c'est quoi? Et est-ce que c'était vraiment un contre? Je parle même pas des passes décisives, mais d'ailleurs, ils font de plus en plus n'importe quoi là-dessus. Hein. T'as des joueurs qui ont des contres alors qu'en fait c'est juste je dévie le ballon des mains de l'adversaire, ça devient un contre. Donc ça c'est un peu de plus en plus. Il y avait un débat sur Michael Jordan il y a quelques temps qui avait été lancé là-dessus. Donc comme quoi c'est peut-être pas si récent que ça. Mais voilà, je pense que c'est un moment important de se dire que ces catégorisations-là, on sait que les catégorisations, à un moment, il y avait, je sais pas si tu vois, il y avait des graphes classiques en disant, mais regardez,
Je crois que c'était souvent avec Kobe. Regardez, il a une réussite sur les fadeaway jumpers qui est plus grande que limite sa réussite au tir total. C'est quand même hallucinant. Et en fait, c'est juste que les caractéristiques qui étaient émises, en fait, c'est les mecs qui tiennent les stats dans les salles NBA qui les écrivent et qu'on réalise en fait qu'ils ont, quand le panier est mis, ils ont 10 fois plus de temps qu'écrire quelque chose que quand le panier est manqué, quoi. Et qu'en plus, bon, on peut imaginer là aussi tous les biais de celui qui est dans la salle des Lakers, il va considérer que généralement ce genre de tir, ouais, c'est un fadeaway comme ça, mais la personne qui est dans la salle des Grizzlies, elle dira non, rien à voir, quoi. Donc, bref, c'est pas pour dire ces statistiques ne valent rien, c'est juste que c'est toujours important quand même de faire ce petit rappel en disant le chiffre sort d'une boîte noire, on n'a aucune idée de comment il est généré, on ne peut pas, nous on n'a pas accès à Synergie, regarder un peu les extraits et de se dire bon, t'es gentil, mais là je me suis fait 100 trucs que t'appelles des flotteurs, franchement il y en a une bonne vingtaine, moi j'appellerais ça pas du tout, tu sais, il y a la même chose, l'un des exemples les plus connus c'est les cuts, où ça pour le coup sur le site de la NBA où t'as les types de tirs et tu peux dire bah vas-y montre-moi tous les cuts et tu vois qu'en fait c'est juste des mecs qui sont sous le panier qui attendent le ballon et c'est compté comme ça, tu fais oui c'est catch and finish, ouais. C'est parce que c'est pas vraiment ce que j'imaginais, quoi. Et ce que j'allais dire, c'est que même pas que l'ANSI, hein, tu vois, sur NBA.com, il y a plein de données gratuites. Notamment, il y a un tableau, ils vont beaucoup catégoriser tous les types de tirs, et c'est bien. Après, il y a quand même beaucoup de catégories, et tout n'est pas fiable. Mais tu vois, par exemple, tu fais quoi comme différence entre driving finger roll layup shot, ou driving floating bank shot, ou driving floating jump shot? Oui. À la limite, tu peux te dire, bon, ok, je vois à peu près la différence entre un tel et un tel. Tu regardes les tirs, et tu dis, attends, mais non, mais ça, c'est pas dans la bonne catégorie, du coup, ou ça, ou... donc tu veux dire, il y a un côté, dans la mesure en soi, une certaine marge d'inexactitude, on peut dire. Oui, et comme je dis, en plus, ça découle peut-être d'un premier élément qui est déjà, trouver la définition du flotteur en tant que tel, c'est quelque chose de pas évident, quoi. Oui, mais alors attends, au-delà de ce biais-ci de comptage, on va dire, moi je n'avais un autre. C'est qu'au final, tous les flotteurs ne sont pas pareils. Et donc, parler de moyenne de flotteurs, tu vois, tu as parlé des push-shots, des runners, des flotteurs au poste bas, il y a un côté sémantique, sur un pied, sur deux pieds, mais il y a aussi un côté de, finalement, les manières dont tu arrives vers ce tir. Est-ce que tu es en mouvement? Est-ce que tu n'es pas en mouvement? Est-ce que tu es en dribble? Pas en dribble? Ça affecte aussi, sans doute, la proba de réussite. Donc finalement, on fait une espèce de grosse catégorie flotteur. C'est un peu comme si tu faisais une grosse catégorie jump shot. Je caricature un peu, mais tu fais une catégorie jump shot et tu dis, bon, tout ça c'est les jump shots, mais en fait, on sait que c'est pas pareil entre des pull-ups, des catch and shoot, des pull-ups en step back, contesté, bas contesté, etc. Donc au-delà de l'aspect sémantique, il y a aussi peut-être que selon les types de flotteurs, t'as pas non plus la même proba attendue, en fait. On est complètement d'accord. C'est vrai que c'est l'un des désavantages du tir à 3 points. Du tir à 3 points dans ce genre de discours, c'est que c'était mieux avant. Est-ce que c'est encore vrai en 2025? Je sais pas, mais pendant très longtemps, c'était pratique parce que 90% des 3 points étaient des catch and shoot et 90% des catch and shoot étaient des 3 points. En fait, je dis, en fait, des types de 3 points, ok, il y a ceux qui sont pris à pull-up, machin et tout, mais en grande majorité, un tir à 3 points, on voit tous à quoi ça ressemble. Alors, ok, il y a ceux qui sont en corner, il y a ceux qui sont contestés, pas contestés, mais bref, il y a une sorte quand même d'un côté, déjà en fait un truc qui est très homogène. On sent qu'on a eu besoin avec le temps de le catégoriser, de le diviser en disant ouais mais faites attention à ça, puis attention à ça. Alors c'est vrai que quand tu le fais pour le tir à 3 points, qui est fondamentalement, il y a peut-être pas beaucoup de tirs qui sont plus homogènes en NBA que sous une appellation essentialisante que le tir à 3 points, alors que on peut imaginer que des choses comme effectivement un flotteur, on mélange vraiment un peu de tout, quoi. Donc je suis complètement d'accord aussi du fait qu'il y a ce biais-là. Et après, il y a la question du pire tir, parce que il part un peu là-dessus, sur cette conjecture du pire tir. Là aussi, on peut faire de la sémantique sur quel est le pire tir possible. Totalement. Dans le sens où tu l'as dit, hein, si le titre de la vidéo est comme ça, et je crois que d'ailleurs il commence, c'est son angle pour commencer la vidéo en disant bon voilà, le pire tir, on vous a toujours dit que c'était tir à mi-distance contesté, c'est le pire tir, mais voilà, moi je vous dis que c'est plutôt ça. Et en soi, on peut quand même, il y a un aspect intéressant pour revenir à cet aspect du tir à mi-distance qui était le pire tir. En fait, si on se place dans la NBA de 2025, ou comme on a dit en fait aujourd'hui, les joueurs dans la très grande majorité, les joueurs qui prennent ce tir sont des joueurs où
ils ont la green light. J'ai pas de traduction française à ça. Ils ont le feu vert. Oui, merci. La traduction était très simple en fait. Ils ont le feu vert pour prendre ce genre de tir. C'est que du coup, de par leur coach, on pense que c'est intéressant. Et plus globalement, dans une NBA où l'avantage justement juste de prendre un tir à tel endroit s'est effacé. Voilà, on n'est plus capable aujourd'hui. Il n'y a plus vraiment de corrélation entre suivant là où vous prenez vos tirs et votre classement offensif dans la NBA. En fait, ça veut dire que globalement, on a fait le tri dans ce qui était déjà en fait un mauvais tir. Il a été éradiqué, il a été dégagé. Ceux qui continuent à le prendre aujourd'hui, c'est qu'il y a un intérêt clairement à le prendre, que ça a été critiqué, mesuré, que du coup, suite à cette pensée de se dire ok, c'est bon quoi. Bah, du coup, c'est quoi qui reste comme mauvais tir aujourd'hui dans le basket? Et c'est là où le titre est peut-être pas si intéressant que ça, en mode, bah, en fait, le pire tir du basket en 2025, alors, on peut tous commencer à rentrer dans des trucs de niche, quoi. Est-ce que c'est pas le 3 points contesté en transition alors qu'il reste 20 secondes? Oui, bon, ok, mais on veut quelque chose d'un peu plus essentialisant, justement, quoi. Quelque chose où, clairement, derrière, les coachs peuvent se dire, bon, oui, mais... ça, je savais qu'il fallait pas le prendre, ce tir. Mais bon, mais est-ce qu'il n'y a pas quelque chose de plus intéressant à gratter quand même en termes de valeur marginale derrière, quoi. Tu vois aussi un truc où tu es un peu plus proactif également, parce que tu vois, quand, par exemple, dire oui, mais le meilleur tir du basket, en fait, en termes de rentabilité, la meilleure action, c'est des points après interception. Certes, mais ça veut pas dire que tu peux le contrôler facilement, quoi, tu vois. Oui, t'as envie de dire oui, merci. Effectivement, mais l'action la plus rentable, c'est un 3 contre 0. Donc c'est ça qu'il faut faire. Oui, mais tu peux pas le contrôler. T'es pas proactif là-dessus, donc. Mais du coup, voilà, c'est pour dire en fait derrière un titre qui, comme je disais, il y a le verre à moitié vide, bah un peu plus tactique. Bah en fait, se poser la question de c'est quoi le pire tir dans la NBA en 2025. Bah, peut-être que c'est le flotteur, peut-être que ça l'est pas, mais en tout cas, c'est difficile en fait de balayer quelque chose clairement de leur main, hormis les évidences qui sont oui, un lay-up, un 3 points ouvert, mais derrière, voilà, si on devait chercher à éliminer une catégorie statistique, une catégorie de tir, ça serait laquelle? Mais est-ce que c'est intelligent d'enlever? Est-ce qu'il faut pas vivre avec? Bah, c'est un débat qui est en soi assez intéressant parce que il y a 10 ans, bah, en fait, il y avait une réponse assez claire, assez simple, assez facile. Elle a été répondue par l'ensemble de la NBA, mais maintenant, est-ce qu'il existe encore quelque chose du même acabit ou non? C'est intéressant de se poser la question. Bon, déjà, pour le titre putaclic, je pense qu'on peut aussi être d'accord pour se dire on pardonne largement à ce type de contenu hyper intelligent d'aller un peu gratter du public en plus. Oui, en fait, sur ce genre de... faut pas voir toujours dans le putaclic quelque chose de mauvais, dans le sens où c'est ça, oui, c'est étayé par quelque chose, ben c'est souvent en fait une manière de faire avancer un débat, des réflexions et tout. Je vais faire une comparaison historique, mais il y a un historien il y a plusieurs dizaines d'années qui avait dit mais voilà, est-ce que la Révolution française c'est pas le premier des totalitarismes? Bon, ça a été répondu que globalement non. Mais en fait ça avait forcé en fait plein d'historiens à se pencher sur le sujet, à dire mais en soi ok, on a envie de dire évidemment non, mais comment en fait je peux le montrer et comment je peux me poser la question et tout, et ça a amené plein de travaux derrière qui en fait ont permis d'aller mieux connaître le sujet. Donc c'est là où en fait, entre guillemets, là aussi, comme il y a flotteur et flotteur, bah, il y a putaclic et putaclic, quoi. Oui. Est-ce que le football de Cruyff, ça peut se considérer comme du totalitarisme ou pas? Je ne sais pas. Peut-être que Cruyff l'était, mais bon, c'était... oui, ça, c'est pas faux. C'est pas faux, c'est pas dans faux. Dans sa façon de penser, je pense que c'était assez noir au blanc, mais bon, c'était... Non, mais alors, blague à part, pardon, sur le côté le pire tir possible, c'est vrai que tu vois, sur le flotteur, presque au-delà de la réussite, souvent je m'intéresse un peu à la fréquence, moi. On en parle un peu tout à l'heure. En fait, tout est contextuel. Et qu'est-ce qu'un mauvais tir ou pas, ça dépend du joueur, ça dépend aussi du schéma. Parce que, en fait, en défense, en NBA, mais en basket en général, tu dois un peu choisir ce que tu concèdes. Parce que le rêve que tu as quand tu as 14-15 ans, où tu te dis, bah, la bonne défense, c'est forcément, ça se finit par un contre, une interception. En fait, ça marche pas comme ça. Et donc, tu ne peux pas priver de tout. Donc, forcément, il faut un peu que tu choisisses qu'est-ce que tu vas laisser. Donc, forcément, là-dedans rentre un peu la réflexion de la rentabilité. Et qu'au final, même face à des stars qui vont mettre ce tir-là,
bah, tu préféreras toujours donner un pull-up à 2 points parce qu'il n'y a pas possibilité de faire autre chose pour Kawhi Leonard qu'un accès au panier, même pour un rôle pire, quoi. Tu vois, même là-dessus, la différence de rentabilité, elle est quand même assez énorme entre Kawhi qui, ça va te marquer beaucoup plus, hein, Kawhi Leonard qui enchaîne 5 pull-up à 2 points contestés et qui les met. Bon, ça reste un tir à 50% de proba, ou au mieux, tout au mieux, alors que les 3 cuts de Derrick Jones Jr. dans le dos de la défense, ça va pas te marquer, et pourtant ça va rapporter plus. Donc il y a aussi ce côté contextuel, je trouve, et de qui prend le tir, dans quel schéma, et qu'il n'y a pas de, effectivement, il y a pas de réponse facile, mais pardon, pour en revenir à ce que je disais, moi, le flotteur, c'est surtout, parce que ce qui me dérange un peu, c'est le flotteur plutôt que le cercle. Et je dis pas ça face à des schémas d'élite où il y a 3 mecs devant toi, tu es obligé de prendre ce tir-là, mais plutôt dans le sens, à une échelle plus globale, tu vois, de l'ensemble d'une saison pour un joueur ou de l'ensemble du jeu d'un joueur. Quand je vois un joueur, par exemple, je sais pas, des mecs comme Tyrese Maxey, comme Emmanuel Quickley, qui sont, je sais pas moi, 30% de tirs de fréquence au panier et aussi 30% de flotteurs, tu vois, quand il y a quasiment autant de flotteurs que de tirs au panier, là, tu peux en arriver à la réflexion de oui, mais du coup, ce flotteur, c'est une solution, mais à quel point la solution n'est pas aussi une solution parfois par défaut, tu vois. Même pas forcément il y a tel schéma qui m'oblige à prendre ça, mais aussi, on n'en a pas parlé encore, je crois, depuis le début, mais parfois, ce tir-là, c'est aussi parce que tu manques d'agressivité pour aller au panier. Et que parfois, un mec comme Westbrook qui n'a pas se toucher de balle et qui va pas prendre ses flotteurs, lui, quand il fonce dans le tas et qui va provoquer 2 lancers francs, ça va être une action beaucoup plus rentable en soi, même infiniment plus rentable que le petit flotteur que Tony Parker il peut mettre à 55%, quoi. Donc en fait, tout est contextuel, mais j'ai quand même ce truc, moi, de justement, dans ce contexte et dans le prisme de réflexion, le flotteur, je le compare pas aux 3 points. En fait, le flotteur, je compare à quelle autre possibilité, de quelle autre manière pouvait se finir le drive, notamment au panier, quoi. Et là-dessus, c'est plutôt comme ça que je pense qu'il faut aussi évaluer. Est-ce que c'est vraiment une solution à la Luka Doncic? Bah tiens, tu me donnes ça et c'est un tir qui fait pression. Ou est-ce que c'est parfois Garland ou Trae Young? Bah, je suis un peu obligé de prendre ce tir-là parce que je suis pas capable d'aller forcer la décision au panier, quoi. Tu vois? Oui, on est d'accord, là-dessus. Où c'est vrai que globalement, je pense que le flotteur est, alors, le flotteur, il a quand même, c'est qu'on n'a pas trop parlé au-delà, je vais dire, de l'aspect rentabilité et tout, un peu si on les a un peu suggérés, des avantages, inconvénients du flotteur, au-delà, encore une fois, de l'aspect efficacité, c'est que, c'est un tir, je pense, qui se veut imprévisible. Ouais. Et du coup, comme tu dis, cette imprévisibilité, une fois qu'elle est là, qu'elle est mise en place, elle est censée mettre sous pression la défense. Donc là-dessus, il y a quand même. Donc, j'en reviens à l'exemple que je disais de la polyvalence. Est-ce que ça va pas forcer un peu l'intérieur à être un peu plus au-dessus, ce qui va t'ouvrir normalement des accès au cercle derrière ou des solutions de passe. Il y a aussi la possibilité, normalement, le flotteur, il y a des joueurs qui le prennent à toute vitesse, mais souvent c'est quand même dans un contexte de drop où c'est un peu d'entre-deux qui te permet un peu de ralentir et d'avoir, c'est vrai que le problème quand tu ralentis, c'est que si tu enchaînes par un tir, un vrai jump shot, ça va être un peu trop évident à lire pour la défense, côté imprévisibilité, mais du coup, avoir le flotteur et ce ralentissement, c'est aussi une manière de mieux gérer son tempo et de voir mieux les options qui s'ouvrent à soi, quoi. Et aussi potentiellement d'éviter les fautes offensives, les charges. C'était pendant un moment, j'ai l'impression que c'est peut-être moins le cas avec les dernières générations, mais on a vu il y a toute une époque à la fin, notamment au milieu des années 2000 et un peu après, où on avait des jeunes meneurs qui arrivaient en NBA, ils avaient qu'une vitesse, quoi. Ils allaient à fond, à fond, à fond, à fond tout le temps, quoi. Et c'est vrai qu'en fait, se construire un flotteur permet de construire un entre-deux plutôt que ce à fond tout le temps, où certes, t'es John Wall, tu vas très 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 vite, mais si on sait tous, en fait, que tu vas finir à un moment au panier, bon, ok, t'es vraiment très rapide, mais en fait, la défense sait quand même à quoi s'attendre, et face à un certain niveau de défense, ça va se sentir aussi, quoi. Et j'ai vu aussi un autre argument qui me paraissait intéressant, c'est un argument, aller toujours un peu au mastoc, il faut être capable de le faire, aller se confronter aux intérieurs et vraiment aller provoquer la faute avec le contact. Mais est-ce que c'est pour tous les joueurs et est-ce qu'en termes de longévité, en termes de santé, avoir un petit flotteur quand même de temps en temps, c'est pas mieux.
on peut comprendre aussi, on peut comprendre cet argument, on peut comprendre cet argument-là. Mais c'est vrai que pour les joueurs dont tu parles, le flow, comme je reviens, c'était le cas un peu extrême de Kylian Hayes, mais il y a d'autres joueurs où, par exemple, pour moi, le flotteur va indiquer aussi, par exemple, un manque de passe. Où clairement, justement, dans ce qui devrait être ce moment où tu arrives au milieu du terrain, où il y a plein d'options qui s'ouvrent à toi, d'une certaine manière, prendre, si à tout fait à chaque fois tu prends le flotteur, c'est pour moi aussi l'indication que t'étais peut-être pas à l'aise dans la prise de décision collective et que prendre ce tir-là est un peu un aveu d'impuissance sur l'aspect de création collective, quoi. Il y a un autre truc qu'on n'a pas dit aussi en termes de coût d'opportunité, c'est que derrière, on va dire, il y a la passe, ok, il y a aller provoquer la faute contre l'intérieur, mais il y a aussi ce qu'on peut parler de tout ce qui est late switch, ou ce qu'on appelle le nashing. Le nashing pour Steve Nash, ça consistait en fait à être sur un pick and roll, et à aller faire en fait comme une pénétration, sauf en fait à jamais arrêter son dribble, à jamais monter au lay-up, et en fait à passer sous le panier et à ressortir, si on le prenait d'un côté du terrain, à ressortir de l'autre côté, en fait un peu pour provoquer notamment un lead switch derrière, ou du moins des rotations défensives pas si évidentes. En fait, c'est ce qu'on disait tout à l'heure avec la paint touch, c'est un endroit hyper intéressant, et continuer à avoir rien que son dribble dans ce coin-là, et un peu bouger pour voir comment les défenses vont réagir. Est-ce que l'intérieur, il va rester collé à moi? Est-ce que, comme tu disais, la Rudy Gobert avec le Doncic, est-ce qu'il va rester sur moi? Il va venir? Ou est-ce qu'à un moment, il va revenir sur son joueur? Et en fait, juste de maintenir son dribble et un peu de bouger pour voir, on va dire, comment la défense s'adapte à un mouvement, est en position de drop, mais quand est-ce qu'elle revient à la normale? Quand est-ce qu'elle se remet en homme à homme et tout? C'est aussi quelque chose d'extrêmement intéressant, et le flotteur, d'une certaine manière, empêche ce genre d'opportunité de se présenter, quoi. Ça me fait penser un peu à la NFL où en fait chaque seconde passée, voire demi-seconde passée, augmente drastiquement la probabilité de compléter la passe, quoi. Parce qu'en fait, au bout d'un moment, une défense soit d'homme-homme, soit de zone en NFL, en football américain, au bout d'un moment, tu peux pas tenir pendant trop longtemps, quoi. Donc plus le temps passe, plus une brèche va forcément finir par s'ouvrir, d'où l'intérêt donc d'aller vite mettre la pression sur le quarterback, le passeur. Il y a un peu cette idée avec le nashing, quoi. C'est-à-dire maintenir le dribble en vie en fin de drive, pas prendre le lay-up, mais continuer à maintenir le dribble en vie pendant encore 2-3 secondes de plus pour tenter de voir est-ce qu'il n'y a pas une brèche qui peut se faire quelque part, quoi, pour le coup. Donc c'est un peu cet aspect-ci, et c'est vrai que dans le côté coup d'opportunité, c'est maintenir le dribble en vie pour attendre une ouverture qui va être meilleure. C'est un peu l'idée de rentabilité, en fait, hein, là encore. Et sur un truc que tu as dit aussi, je suis assez d'accord, et j'allais en parler, c'est on parle beaucoup depuis le début, enfin quand tu parlais un peu d'attaquer le contact, pardon. Attaquer le contact, c'est peut-être pas pour tout le monde, mais tu vois, en fait, même pour un James Harden, hein, j'ai l'impression. Et alors que Harden, c'est quand même un peu un monstre, mais je parle de ça dans le cadre de oui, mais une défense, si elle est en drop, elle te donne le flotteur, donc si elle te donne ça, il faut le prendre. Et que si tu peux punir, c'est génial. C'est vrai, mais à quel point, tu vois, des joueurs d'élite ou d'ultra élite peut-être, face à un drop, ils vont pas juste prendre le pull-up, ils vont pas continuer, ou le pull-up à 2 points, ou le flotteur, je veux dire, mais continuer et agresser. Et c'est peut-être là où un Harden a pas du tout la finition, la variété de double pas, ou de la taille non plus, ou l'agressivité d'un LeBron. Mais LeBron n'a jamais eu besoin trop de développer ce flotteur, parce que LeBron, tu faisais un drop face à lui, en fait c'était fini, quoi, parce qu'il profitait de l'espace que tu lui donnes, non pas pour prendre le tir, mais pour engranger en vitesse et aller au panier. Donc en fait il y a aussi des curseurs de ce côté, oui, mais il faut que je prenne ce tir là parce que c'est cet espace qu'on me donne. Oui, et de l'autre côté, les joueurs d'élite ou de super ultra giga élite si tu veux, mais même quand tu donnes l'espace, ils vont pas prendre le tir à ce moment-ci, ils vont quand même insister et challenger, quoi. Ils vont être suffisamment bons pour, comme je disais, moi je sais la phrase qu'on a dit au début, prendre ce que la défense te laisse. Oui, mais tu te rends compte que le gratin du gratin, non, ok, la défense elle laisse ça, mais ils vont quand même ils vont pas prendre ce que la défense laisse, c'est qu'en fait non, ils vont forcer la défense à aller
prendre encore d'autres décisions. C'est ça, voilà. Et que tu voudrais le cantonner oui, t'aimerais bien cantonner Stephen Curry juste à des drives ou à des pull-ups, mais quand il est sans le ballon, et comment tu fais, quoi? Est-ce que ton plan il tient toujours? Merde, ça marche plus, quoi. LeBron James sur un drop, oui, mais en fait, est-ce que je veux qu'il arrive à toute vitesse sur mon intérieur avec sa mobilité, son côté aérien? Non, quoi. Après, chacun, il y a plusieurs réponses à ça, mais tout en sachant que c'est un Curry, par exemple, est capable de prendre ce flotteur, mais voilà. Si la défense dit non, on le laissera prendre que des flotteurs, c'est pas sûr que vous arrivez à forcer Stephen Curry à ne prendre que des flotteurs parce que c'est ce que la défense lui laisserait, quoi. Alors, il y a un peu un côté où la défense donne le cadre, et dans ce cadre-ci, le tir qui est ouvert, c'est le flotteur ou le pull-up à 2 points. Mais les joueurs de catégorie supérieure vont arriver, non pas à rester dans ce cadre, mais à le casser, ce cadre, et à tout de même aller là où ils veulent, quoi. C'est ça. Ouais. Après, il faut quand même raison garder dans le sens où si je me place d'un point de vue d'un Garland, bon, Garland, il y a toujours eu ce côté d'aller au contact et tout, même si je crois que c'était un peu mieux cette saison, je sais pas si je dis des bêtises. Mais voilà. Après, entre guillemets, c'est aussi, quand je dis raison garder, c'est on fait avec les joueurs qu'on a. Et c'est pas parce que on est le coach de Darius Garland et qu'on a vu que les flotteurs, il y a peut-être moyen de mieux faire et tout, qu'on va lui interdire de prendre le flotteur. Bon, au vu du morphotype de Garland, de ses qualités, de ses défauts, en fait, oui, que ça soit un tir un peu plus pour lui, sachant qu'il les prend avec une grande réussite, ainsi soit-il, quoi. Ouais. C'est là où, voilà, il faut quand même c'est toujours important de réfléchir avec le personnel qu'on a et de voir ce qu'on peut faire. Et en fait, pour certains joueurs, voilà, je crois que Darius Garland, la saison dernière, c'est 56% de réussite sur les flotteurs. Bon, on n'a pas envie que ça soit le plan A de Darius Garland, loin de là, mais ça tombe bien, ça ne l'est pas. Donc, c'est encore une fois, tout est à contextualiser et tout est à voir à l'aune de ce que sont capables de faire les joueurs, l'équipe et quel est le plan de jeu en face, quoi. Mais voilà, c'est vrai que pour reprendre la phrase, il faut prendre ce que la défense nous laisse. De temps en temps, oui, mais si c'est le cas tout le temps, vous allez peut-être perdre à la fin derrière, quoi. Ouais. L'autre aspect, c'était aussi dans les graphes que j'ai réussi à trouver sur Internet, il y avait alors ça allait jusqu'en 2023, mais l'utilisation des runners / flotteurs / teardrop / ce qu'on veut était en augmentation dans le temps. Donc on voit que c'est un tir qui est quand même de plus en plus pris. Si on fait confiance à ces statistiques et tout, c'est un tir qui est de plus en plus pris. Néanmoins, moi, ça m'a surpris de voir cette augmentation. Je sais pas pour toi, parce que j'ai en tête qu'en 2025, même c'est une évolution pour moi de ces dernières années où je pense que on fait un peu moins de drop qu'on en faisait avant. Et que le flotteur, c'est quand même censé être une arme quand même principalement utilisée dans le cas du drop. L'idée du flotteur, c'est un moment de s'arrêter et de quand même trouver, voilà, de pousser cette balle en haut pour éviter le contre, parce que, et voilà, potentiellement de déguiser pour un lob derrière. On est dans ce jeu d'entre-deux où il y a quelqu'un derrière nous, quelqu'un devant nous. C'est vraiment une arme. Je dis pas qu'elle est taillée uniquement pour le drop, mais elle y répond quand même particulièrement à un genre de cas, quoi. Et par contre, dans une NBA qui est beaucoup plus en 5-out, est-ce que ça serait logique de voir l'utilisation du flotteur qui continue à augmenter? Ça reprend le point du début de la vidéo de Vision qui disait Villanova contre Gonzaga en disant oui, ok, Gonzaga, ils prennent des flotteurs, mais parce qu'ils ont 2 intérieurs et qu'à un moment, faut quand même bien essayer d'aller finir près du panier, quoi. Mais Villanova, ils sont en 5-out. En 5-out, vous avez quand même beaucoup moins de raisons d'aller prendre un flotteur, quoi. Et du coup, j'en reviens à ce graphe qui est en augmentation. Et pour moi, alors je me trompe peut-être, ma vision, mais rien que tu vois entre 2020 et 2023, pour moi, le taux d'utilisation du drop a pas été en augmentant, et voir le flotteur qui augmente avec, c'est... Alors est-ce que c'est l'aboutissement de toute une génération de n'importe quel porteur de balle qui sait le faire, qui pense qu'il l'a techniquement derrière, du moins qui est capable de d'oser déclencher le tir. Et du coup, ça serait pour ça qu'il y aurait cette augmentation malgré un contexte tactique qui le demanderait moins, ou est-ce que c'est moi qui me trompe face à ce contexte tactique où non, il y a quand même toujours autant de drops. Oui, ok, il y a beaucoup plus de switch sur les ailes et tout, mais avec l'intérieur, non. Je sais pas, mais j'étais étonné. Je sais pas à quel point... est-ce qu'il y a beaucoup moins de drops qu'avant ?
Je ne sais pas, peut-être un peu, mais ça m'a pas l'air d'être frappant. Pour le coup, il y a quand même pas mal d'équipes encore qui le pratiquent. Mais par contre, il y a aussi l'explosion, même dans le cas où il y aurait un peu de diminution du drop, un peu l'explosion du rôle de safety, de roamer, et que tu vois, dans ces cas-là, même quand au niveau de l'écran, ça va switcher, donc Giannis, il va pas affronter un drop, ou Curry, il va pas affronter un drop, il affronte un switch, ensuite il va au panier, sauf qu'il y a un bonus derrière, quoi. Il y a un pivot qui est un peu libre en safety derrière, donc parfois, il y a aussi ce côté, on retombe sur la problématique du drop. Est-ce que c'est le bon moment pour prendre un flotteur si tu as mis la défense en rotation? Bref, c'est. Non, mais tu vois, si tu dépasses ton premier rideau et que, en fait, finalement, en deuxième rideau, il y a Wembanyama ou il y a Jaren Jackson qui est libre, tu retombes un peu sur la problématique du drop, j'ai l'impression. Mais alors, pour dire aussi au niveau des chiffres, t'as retrouvé le tableau ou pas? Parce que l'explosion est quand même assez marquante, hein, à décrire en Bah, termes en de fait, chiffres. on voit grosso modo que de 2013 à 2018, on est entre les 10 000 et 12 000 flotteurs par an. Ouais. Et, euh, et on voit en 2020 qu'on passe presque à 13 000, on se stabilise autour des 12-13 000, et en 2023, on était même à plus de 14 000. Alors, je n'ai pas les chiffres pour 2024 et 2025. Encore une fois, attention, ça, je crois que c'est que du Synergie, mais est-ce que Synergie, entre-temps, n'aurait pas amélioré son modèle et tout pour faire une meilleure détection de certaines choses et tout? Voilà. Encore une fois, c'est des boîtes noires, hein. On n'est jamais trop à l'abri de ce genre de choses, mais c'est vrai qu'on a quand même une bonne augmentation. Alors, je l'ai pas, est-ce que je crois que je l'avais trouvé en termes de proportion de tirs, mais je le retrouve pas dans mes notes. J'avais en tête que le flotteur, j'avais lu quelque part que ça devenait plus ou moins 7 ou 8% des tirs qui étaient pris aujourd'hui en NBA. Je confonds peut-être avec l'aspect universitaire, je sais plus. Mais non, on semblerait qu'on ait cette augmentation, et moi je sais que je trouve que cette augmentation, pour moi, le contexte tactique, j'ai du mal à voir sa justification derrière. Et ça serait peut-être, si je voulais argumenter en faveur du titre, avec toutes les limites ma liste, c'est le pire tir du basket, j'irais un peu creuser de ce côté-là en me disant, bon, on a un contexte tactique qui le demande peut-être un peu moins, ou du moins pas autant qu'avant, et pourtant on le prend de plus en plus. Pourquoi? Ouais, après, ce qui est aussi marrant dans le graphe, c'est qu'on voit qu'en 2010, on était à peine à 1500. Donc en fait, on a fait x10 en 10-15 ans, quoi, en termes de flotteurs. Et par rapport à ça, en 2010, on était aussi beaucoup dans l'époque où on faisait moins de drops encore. C'était encore l'époque fin 2000, 2010 où c'est beaucoup de show ou de edge. On monte à peu près au niveau de l'écran, tout le monde faisait un peu ça. Après, Et on ensuite, avait moins de spacing aussi. C'est ça aussi et c'est qu'il faut ça, dire, ce que c'est j'allais que dire, ouais. avec le temps, alors est-ce qu'en 2025 on a plus de spacing qu'en 2018? Oui, je pense que oui, mais peut-être pas au panier. Tu vois, c'est un peu ce que j'allais dire, c'est Oui, que non, mais voilà, est-ce que les défenses, je veux dire un spacing mesuré par les défenses, est-ce qu'il est plus ou moins là? Parce que plus il y a de spacing, moins il devrait y avoir logiquement de flotteurs, quoi. Alors que moins il y a de spacing, c'est ce qu'on dit avec Gonzaga, quoi. ouais. Tu vois, il y a 10 000, en 2010, qui est 10 000 flotteurs, bah oui, ok, les raquettes sont bondées, bon, c'est un moyen d'aller chercher un tir un peu plus près du panier, quoi. Mais même par rapport à il y a 10 ans, tu prends un peu le LeBron au tout début des tracking data, donc LeBron de Miami 2014, je crois que il est premier de NBA avec 9 ou 10 drives par match. Aujourd'hui, SGA est à 20. Doncic est à 20 aussi, quoi. Donc je pense que le plus de spacing fait qu'il y a plus de possibilités d'aller dans ce centre-jeu. Par contre, c'est vrai que l'accès au panier, on a un peu une contre-révolution de la défense avec l'accès au panier qui est de plus en plus fermé depuis 3-4 ans, on va dire, avec des aides côté fort, côté faible. Et donc, il y a un peu peut-être cet entre-deux il y a plus d'espace au début pour driver, qu'on n'avait peut-être pas il y a 10-15 ans, avec littéralement personne à 3 points et l'espace était bouché à l'intérieur. Par contre, comme il n'y a pas la solution finale et qu'il y a aussi des joueurs qui ne sont pas tous géniaux en termes d'agressivité, etc., bah, peut-être que ça donne des drives qui donnent des flotteurs parce que pas possibilité d'aller jusqu'au bout, quoi. Donc, ce sera un peu ma théorie, quoi. Est-ce qu'il n'y a pas aussi une certaine montée de l'héliocentrisme qui font que globalement, Peut-être, les ouais. meilleurs joueurs ont plus souvent la balle dans les mains, donc il y a des joueurs plus à même de prendre ce genre de tir et qui osent les prendre et tout. C'est ça que pour le coup, le flotteur, bon bah, même si on parle des joueurs de type un peu connecteur qui seraient à l'aise dans ces situations un peu d'entre-deux et tout, est-ce que c'est des joueurs les plus à même d'oser prendre un flotteur? Bah, pas forcément, quoi. Mine de rien, ça reste un tir. Encore une fois, je parle de oser où il n'y a pas tant que ça de joueurs qui osent le prendre, quoi. Et puis mon dernier point, c'était aussi que
aujourd'hui, on parle de flotteurs, donc les fameux, le tir qu'on fait flotter en fin de drive, notamment. Enfin, quoi qu'on a parlé un peu de sémantique, mais tu vois, donc on a une explosion sur ce graphe des flotteurs de 1500 à 15 000 en 10 ans. Mais si les tirs dans la short mi-distance, eux, en 2005, ils étaient déjà à 18% et demi, quoi. 18% et demi dans la short mi-distance. C'était du jeu de poste bas. Exactement, c'est exactement. Mais je veux dire, tu vois, c'est peut-être pour ça que, pour expliquer un peu l'explosion du flotteur, c'est qu'on a peut-être remplacé des flotteurs, des hook shots de poste bas par maintenant il y a l'espace, donc c'est juste que les joueurs, ils viennent depuis plus loin, mais ils arrivent un peu dans la même zone, quoi, tu vois. Oui, non mais je comprends. Il y avait des derniers aspects que je voulais évoquer, mais vraiment à la marge sur le flotteur, c'est des aspects beaucoup plus macro, beaucoup plus longue vue et tout. C'est voilà, si on en revient un peu où le flotteur, on est plus ou moins en train de faire une paint touch, et aussi qu'on est plus ou moins près du panier, ça veut dire qu'on est en train de tenter un tir. En général, c'est pas les plus à même de générer des rebonds offensifs, ce genre de tir. Alors bon, est-ce que le flotteur ou il y aurait potentiellement notre roller, l'intérieur qui a posé l'écran, qui serait pas loin? Est-ce que c'est vrai dans ce cas-là? Et bon, on sait que tous ces tirs de l'entre-deux, c'est pas ceux qui génèrent le plus de rebonds offensifs. Parce que tu veux dire qu'en général, les rebonds offensifs, c'est les plus faciles sur des tirs lointains, où le ballon rebondit très loin. Ou très près du panier. Ouais. Mais en tout cas, c'est ce qui avait été montré, c'est que les tirs à mi-distance sont ceux qui génèrent le moins de rebonds offensifs, quoi. Ouais. Mais bon, là, encore une fois, attention, on essentialise beaucoup. Hein, mais est-ce que dans tel cas, bon, voilà. Et il y a une autre chose aussi, c'est que typiquement, ça veut dire qu'on a notre porteur de balle qui est en train de finir un geste dans la raquette. Il y a peut-être l'intérieur qui est en train de faire le roll pas loin, ça on n'en sait rien. Justement, si ça génère pas de rebond offensif et que la défense à la balle, en termes de repli défensif, vous avez déjà deux joueurs qui sont pas dans une situation idéale. Je sais plus qui c'est qui avait montré une suite statistique en disant, la réussite de l'équipe adverse quand l'équipe qui attaque tente un drive et va essayer de tirer sur drive, elle est plus élevée. Du coup, le tir est, dans le cas où le tir est loupé, il y a une beaucoup plus grande réussite d'avoir une action intéressante dans la foulée de l'équipe qui va prendre le rebond défensif, du fait que on sait qu'on a déjà des joueurs qui sont pas forcément en bonne position. Alors c'est des choses, je suis extrêmement méfiant sur ce genre de statistiques, parce que on sent bien que là on est à plusieurs niveaux d'essentialisation, et à quel point on peut en tirer des règles à surtout appliquer ou à surtout pas appliquer. Mais c'est aussi des choses qui sont pas non plus à balayer du revers de la main, dans le sens où il y a certains tirs qui vous amènent directement, s'ils sont loupés, dans des positions un peu plus critiques, directement sur la transition, que ça soit justement il y a la possibilité d'une transition ou pas, ou il y a un mismatch qui va se faire, ce genre de choses. C'est toujours des petits éléments à garder en tête pour réfléchir à la valeur en soi d'un tir, même si c'est des choses compliquées à généraliser. C'était pas Stephen A. Smith qui avait sorti cette étude, je sais plus. Alors écoute, ça vaudrait peut-être le coup que je sorte de ma retraite si Stephen A. Smith, on me dit s'il commence à sortir ce genre de choses, j'avoue que je... Ah non, lui parlait des salaires de OnlyFans, ouais, c'est ça. Donc c'est pas il a parlé de ça. Ok. Il parle de tout. Mais non, mais alors je suis d'accord. Et puis le dernier truc que je voulais dire aussi, c'est que voilà, la priorité, on a peut-être dû le dire au début du podcast, mais moi il me semble que la priorité, l'objectif est toujours, même pour des shoots, des coachs qui veulent du 3 points, la priorité c'est que le 3 points est au service du panier, et que la priorité est le tir le plus rentable, et la zone la plus rentable, la plus dangereuse, comme tu l'as dit, c'est plein centre du terrain, et donc c'est au panier. Donc en fait ça restera toujours le truc le plus important pour le coup. Donc il y a aussi ce truc de comparer le flotteur, le tir un peu par dépit parfois, contrairement au lay-up sous le cercle, ça on l'a bien développé. Après il y a aussi l'autre aspect de dire que au final le flotteur est aussi plus proche de l'arceau. Donc on va dire qu'à niveau de compétences plus ou moins égal, c'est parfois aussi plus rentable et plus probable en termes de réussite de prendre un flotteur à 2-3 mètres du panier plutôt que le pull-up à 2 points à 5-6 mètres, quoi, tu vois. Donc il y a aussi je pense dans la valeur aussi du flotteur pour certains, juste l'aspect de plus tu te rapproches du panier, plus tu vas avoir de proba de réussite, parce que voilà, c'est un peu très basiquement distance égale proba, quoi.
Mais du coup, tu devrais le mettre à un standard encore plus élevé en termes de réussite qu'un tir un peu plus lointain, quoi. Exactement. L'un ne va pas sans l'autre, quoi. Exactement, tout à fait. Donc, est-ce que la réponse, c'est qu'il n'y a pas de réponse au final, comme on a dit un peu, et que tout est contextuel, comme d'habitude? Oui, après, j'avoue que j'ai pas de réponse non plus. Mais encore une fois, c'est vrai que si je t'ai proposé d'en faire une émission, c'est que ça me paraît pas. En fait, la réponse serait je pense pas qu'on puisse démontrer clairement que ça serait oui. Mais ça serait le cas, bah, j'en tomberais pas de ma chaise pour autant non plus, quoi. Ouais. Mais voilà, de là à dire, à en faire une consigne claire, la réponse c'est peut-être probablement non, mais en tout cas chez les jeunes joueurs, un peu chez les porteurs de balles en quête de solutions, peut-être que leur dire de moins prendre de flotteurs, c'est un peu comme leur dire bah oui, prends plus des lay-up non contestés près du panier, hein. C'est un bon conseil de vie, mais qui a malgré tout, voilà, je peux pas. Du moins, au-delà de ça, ça peut être aussi un indicateur. Je sais pas si ceux qui sont beaucoup dans le scouting, la draft et tout, c'est quelque chose qui surveille, mais la marque peut-être où on peut se dire tiens, c'est quand même un tir assez difficile, d'une certaine qualité, bien joué pour les mettre. Est-ce que aussi c'est pas le signe que d'autres choses ne vont pas parce que encore une fois on l'a dit, hein, c'est un tir qui peut facilement être pris par dépit. C'est peut-être là-dessus aussi qu'il y a des pistes sur lesquelles il faut aller plus loin. Ouais. Je suis d'accord, donc voilà pour cette bonne petite émission. Je mettrai un peu les liens des vidéos et des articles dont on a parlé en description évidemment. Et en tout cas, je te remercie beaucoup Antoine d'être passé sur le Basket Lab pour nous présenter toute cette question du flotteur. Bah écoute, moi présenter des choses qui ont déjà été faites par d'autres gens, c'est assez facile pour moi. Au pire, je peux te dire bah non, c'est pas moi qui l'ai fait. Donc si vous n'êtes pas d'accord, allez râler contre ceux qui ont fait l'article ou la vidéo. Donc ça, non, c'est assez facile, mais merci quand même pour l'invitation pour présenter ces choses. Merci à tous d'avoir suivi cet épisode, j'espère que ça vous aura plu. Et donc voilà pour cet épisode sur les flotteurs que, bon malheureusement je m'excuse, hein, j'ai teasé une ou deux fois de trop, une semaine de trop, où je pensais pouvoir le faire, j'ai pas pu, cette fois-ci ça y est, on y est arrivé. Et c'est vrai que la question est intéressante et vous avez vu que finalement on part du flotteur, on parle de la vidéo de Hoop Vision, mais le débat peut largement s'élargir à finalement à chaque fois la même chose, hein, qu'est-ce que la valeur en basket, qu'est-ce qu'un bon tir, qu'est-ce qu'un mauvais tir, tout est contextuel, etc. etc. Donc voici pour cet épisode, j'espère qu'il vous aura plu. Et nous, on va se retrouver la prochaine fois. Je pense très bientôt pour un épisode qui n'était pas prévu, mais peut-être qu'on va se retrouver dès demain ou dans 2 jours pour un petit épisode imprévu. Et puis sinon, les épisodes bonus, qui ne sont pas des vrais épisodes, entre guillemets, mais qui sont des épisodes bonus, le calendrier de l'avant, si ça vous intéresse de voir les origines de nos stars NBA de 2025. Et donc, sur ce, je vous remercie une nouvelle fois d'avoir écouté jusqu'au bout. Un grand merci à Antoine d'être passé sur le Basket Lab, et moi je vous dis à très bientôt. Ciao.